Mais je te fais des bisous, bon Des créneau à bisous, toi. Kylie, merci beaucoup. Tchou tchou. Hello le chat. Hop, attendez. Tif paf pou, bonsoir. La musique peut-être. Alors que peut-être la musique. Voilà. J'espère que vous allez bien, ou autant que vous pouvez. Moi, on est dans un mood un peu énervé, on va pas se mentir. En même temps, il y a le jeu de ces morts qui est sorti, donc évidemment, Twitter et Twitch sont absolument des endroits où j'ai pas envie d'aller foutre ma gueule. Très clairement, j'ai absolument pas envie d'aller là-dessus parce que ouais, il se passe trop de trucs et j'en ai ras le cul. Très honnêtement. Donc on va pas parler du jeu de ces morts parce que j'en ai marre et que j'ai déjà assez mal vécu ma nuit comme ça. Donc on va juste essayer d'apprendre les sciences sociales ensemble. Et j'ai une musique beaucoup trop forte dans mes oreilles. Aïe aïe aïe. Calmez-vous. Voilà. Elle est bien cette musique, mais... Salut Powerhead, salut Guitarès, salut Junior, Baleno, tout à fait. Faisons du velouté de riche. Je peux faire de la soupe Cassandra avec des riches. Ça me va très bien. Fournissez-moi en riche à transformer en velouté. Je pense qu'avec un petit peu d'échalote caramélisée là, mixée, ça passe. Ça passe très très bien. Et salut aux F me grave. Putain, j'ai failli lire Osef me gave et j'allais dire c'est un mood du jour. Et salut Mama, salut Sky Dreamer. Donc voilà, bienvenue sur ce streaming. Voilà. Tac, donc on va lire tranquille comme la dernière fois. Donc je suis une personne noob en sciences sociales et donc on va apprendre ensemble entre noobs qui n'y connaissons pas grand chose en sciences sociales parce que je trouve ça cool d'apprendre ensemble aussi et pas d'être dans un stream où genre je sais des trucs et je vous apprends des trucs, genre même si j'adore faire ça, j'adore infodumper les gens. Comptez sur moi le jour où vous voulez parler de Bloodborne. Il y aura de toute façon très certainement des vidéos un jour qui sortiront où je vais vous infodumper de Bloodborne. Mais le jour où vous voulez que je vous infodumpe de Bloodborne ou d'Undertale, il y a zéro problème. Mais aujourd'hui je vais pas infodumper, je vais apprendre des trucs avec vous. Et ça c'est bien là. Ça c'est cool. Je vais juste chercher mon bouquin parce que j'avais le chat sur les genoux depuis 1 heure. Donc j'ai pas pu prendre mon bouquin. Voilà. Du coup vous avez un petit peu de musique. J'ai mis la grande lumière parce que si je lis avec mes yeux défoncés sur une petite lumière, je suis en pyjama parce qu'il est midi 7 encore le matin. Oui. Quand on est en dépression midi c'est souvent le matin. Voilà. Bon je reviens. Ne quittez pas. Parce que c'est moi qui quitte de toute façon. Humour. Hop là. Donc du coup la dernière fois on avait lu des articles qui faisaient partie donc comment ça s'appelle de ce manuel indocile de sciences sociales pour des savoirs résistants. Mais c'est ça, Baleno, le pyjama, ça se porte bien jusqu'à 16h du matin. Après, je vais pas mentir, les jours de repos du taf, je suis en pyjama quasiment toute la journée. Donc voilà. Ce qui n'est pas bien, mais le jour où je reprendrai mon taf en freelance, je me mettrai des habitudes de... Alors, pas mettre de jeans, parce que les jeans, je les mets quand je sors, mais d'avoir une tenue... comment ça s'appelle d'intérieur, mais pas de ville. Pouah. C'était compliqué de trouver les mots. Qu'est-ce qu'on avait lu la dernière fois ? On avait lu par rapport au travail. C'était le travail coûte-t-il trop cher en France ? On avait lu les 2 premiers articles qui donc étaient principalement là pour démonter l'argumentaire qu'on trouve souvent dans les médias ou de la part du gouvernement de oui nanani nanana, on délocalise parce que vous coûtez trop cher, faut qu'on baisse vos salaires, nanani nanana, et mon cul sur la commode, bien évidemment. Et globalement c'était ça. Hop, tac. Où va la valeur créée par le travail de Sabrina ? Il me semble que ça, on avait lu les salaires nets. Voilà, nos salaires sont vos recettes et font vos profits. On en était à là la dernière fois. On va reprendre l'article du début. Et
après, on pourra passer à un autre morceau du bouquin, je pense. Mais voilà, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé. Mais qui essaye d'expliquer des trucs. Alors, la dernière fois, on avait trouvé que les articles, il y a des trucs qu'ils expliquaient qui étaient bien. Mais il y a des trucs qu'ils expliquaient pas et qui, genre, bah, quand on n'y connaît rien, c'était un petit peu nébuleux. Donc, j'espère que ce sera pas trop nébuleux. Puis sinon, on va faire des recherches complémentaires, hein, que vous. Une tenue d'Interville tout à fait junior. Je projette moi-même de participer à Interville, hein, si un jour. Alors, en vrai de vrai, sachez que quand j'étais enfant, je regardais beaucoup Interville et que j'étais en mode ah ouais, trop bien, moi aussi, je vais aller me faire défoncer par la vachette. Pourquoi? Je sais pas, mais j'étais enfant et j'adorais les jeux où les gens se faisaient tabasser par la vachette parce que j'étais là en mode vas-y, défonce les gens. Et je me suis dit, un jour j'aimerais bien rencontrer cette petite vachette et soit qu'elle me défonce si elle veut, et si elle veut être gentille avec moi, que je la pète pour lui dire bravo, tu as défoncé plein de gens au cours de ta vie et tu as raison. Voilà. Après, on aurait pu mettre des riches contre la vachette, ça m'aurait un peu plus plu, mais bon, à l'époque j'avais pas encore ces connaissances là. Voilà. Historiquement, le pyjama n'était pas un habit de nuit. Ah, nickel. Taureau piscine une fois d'un mec. Et oui. Le retour de tradition du pyjama toute la journée. Moi, ça me va, hein, franchement. Plutôt pas dégueu comme tradition. Ah, ça y est, la musique s'est mise au bon endroit. Je sais pas pourquoi, il bug mon OBS en ce moment. La première chanson, je mets toujours dans AO Computer, le reste dans AO Music. Donc, voilà. Mais il faut savoir que j'adorais la vachette d'Interville. C'était vraiment... C'était ma 6 quoi quand j'étais... Enfin... Ma 6. Oui, ma sister quoi. Pas ma 6 genre, bien sûr. J'ai des amis 6 hein, quand même, mais pas trop non plus. Et oui, Interville avec des milliardaires qui participent et des petits trucs sur les cornes de la vachette pour qu'elle puisse faire un peu plus mal. Voilà, qu'on s'assure qu'il se passe des trucs pas cool pour les milliardaires. Et que du coup, s'ils perdent contre la vachette, ils doivent reverser leur thune aux plus précaires. Ce serait pas mal, non? Je pense qu'on a un concept. Ah mais c'est lambda junior. Mais écoute, il faut bien, comme ça moi aussi je peux dire, vous savez, j'ai un très bon ami 6 qui m'a dit que j'avais le droit de dire que le drapeau straight, c'était de la merde. J'ai un très bon ami 6 qui m'a dit que la fierté 6, ça lui faisait du bien, mais qui me laisse le juger. Voilà. Moi aussi, je peux me servir de ça après tout. Même s'ils gagnent, ils doivent compenser les frais de l'émission en reversant 90% de leur fortune aux gens les plus précaires, bien sûr. Même mon ami 6, il est hétéro, c'est vraiment plus que 6. Ah là là, ouais. Non mais voilà, mais il faut bien que j'ai un token 6 hétéro valide, blanc dans ma vie. Pour dire que je leur crache pas toujours dessus. Même si c'est pas vrai. Un mec bien sûr. Hein. Je crache pas sur mes potes qui sont femmes 6 blanches hétéro valides. Non. Mais un mec 6 hétéro valide blanc. Voilà, c'est un peu mon token. Eh ouais. Mais tu sais, Match Live, parce qu'en plus, j'ai pas vu Squid Game, mais ça m'a fait trop rire parce que... Alors ça m'a fait trop rire, ça m'a fait rire jaune, hein, on va pas se mentir. Ça m'a fait rire sans me faire rire. Mais Netflix a voulu faire un vrai show de télé-réalité basé sur Squid Game. Et bizarrement, les gens, ils ont dit « Oh là là, mais en fait c'était abusif et ils ont des dégâts physiques et psychologiques de l'expérience. » Et j'étais là en mode... En même temps, connaissant juste le pitch de la série, déjà de base, je me dis que c'est pas une bonne idée d'en faire un vrai jeu télévisé. Après, bon, voilà, c'est... Excusez-moi, mais peut-être vous aviez pas compris le pitch de la série qui a été créée sur votre plateforme. Just saying, but... Tekken 6... Oh là là, il y a Tekken 8. Tekken 8, ils ont annoncé Nina, là. J'ai pas encore regardé la vidéo, j'ai vu plein de gens dire « Oh, c'est le retour de Nina !» Et j'ai fait « Putain, il faut que j'aille la voir !» Parce que Nina, c'est ma meuf. Hein, je suis désolée de le dire, mais Nina, c'est ma meuf. Ça peut être votre meuf aussi, hein, j'ai aucun problème avec le polyamour, bien sûr. Mais Nina, c'est ma meuf. Ça a toujours été ma meuf dans Tekken et ça restera ma meuf forever. Elle est beaucoup trop belle. Et si vous ne connaissez pas Nina de Tekken, allez la voir. Et si vous la trouvez pas belle, et ben, posez-vous des questions sur vos goûts en matière de personnes. Voilà, c'est tout. Et oui, je juge. Eh oui, coucou petite bulle.
Ça a bien... Ah bah ça, Cassandra, je te le fais pas dire. Oh là là. C'est bien pour ça que je m'en suis éloignée là. Je me suis levée ce matin, j'ai ouvert Twitter, j'ai tweeté mon truc, j'ai vu 2 trucs, j'ai tweeté mon truc et après je fais c'est bon, j'abandonne Twitter. J'abandonne Twitter pour au moins la semaine complète. Adios. Ah, Eddie était bien. Eddie était bien pour le mâchage de bonbons. Après, comme je suis team, j'ai beaucoup joué à Tekken 5. Il y avait sa sœur Christy. Et alors Christy, oh là là, elle est si belle déjà premièrement, et c'était trop bien de jouer avec. Après bon, le perso que je joue tout le temps, ça reste Xiaoyu parce que Xiaoyu est incroyable. Mais par contre, Xiaoyu c'est plus genre c'est ma fille, genre je sais pas comment dire, mais je suis plus en mode c'est ma fille ou c'est moi si j'étais pas une personne caucasienne et que j'aimais les pandas et tabasser des gens avec du kung-fu. Voilà, mais par contre Christy c'est trop bien. Parce que Eddie je l'ai toujours trouvé moche, je suis désolée. Mais alors par contre ouais, ça c'est ma hot take sur les jeux, mais je trouve que dans Tekken, autant il y a plein de meufs méga jolies et tout, et où je suis en mode oui, 100%, autant il y a plein de gars, je trouve que c'est genre et du coup je suis en mode on voulait pas faire le même jeu mais avec que des meufs. Ah si, ça s'appelle Dead or Alive. Alors je jouais à Dead or Alive, il faut le savoir, et c'est plus tard que j'ai appris que c'était pas un jeu fait que pour se taper dessus. Mais j'étais vraiment en mode Dead or Alive, j'ai joué quand j'étais enfant et moi je kiffais trop. Toutes les meufs, elles étaient trop belles. Mais oui, mais c'est clair, les mecs, il y a zéro effort dans les JV, c'est un truc de ouf. Là, on voit bien qui conçoit les trucs, quoi. C'est pas des personnes bi, sinon tout le monde serait sexy. Regardez Hades. Je suis sûre il y a des personnes bi dans cette équipe. Parce que tout le monde est putain de sexy dans ce jeu. Pardon de le dire, hein, mais Hades c'est vraiment genre... oui. Et c'est tout... Il n'y a pas un seul perso qui n'est pas smashable, quoi. C'est vraiment... Il y en a pour tout le monde. Et ça fait plaisir. Tekken... ça doit manquer de personnes bi dans le groupe. Parce que les mecs... pas ouf. Ça doit manquer de mecs homo, quoi. Enfin, genre, d'autres choses que les hétéros... mecs, quoi. Genre, parce que vraiment, il n'y a que les meufs qui sont jolies. Problème. Ah, ouais, mais Paul, il est stylé, mais c'est pas smashable, quoi. Jean non plus. En fait, ils ont trop de muscles, mais bon, ça, c'est mon problème. Mais c'est ça, Junior. Pas besoin d'être bon en dessin, soyez bi. Et je suis sûre que vous allez faire... ou de meufs hétéros. Oui, c'est clair, s'il y avait des meufs hétéros, il y aurait sûrement des mecs beaucoup plus jolis aussi. Non, mais j'aimerais que le monde soit entièrement LGBT, c'est pas ma faute. Si, c'est un peu ma faute, mais voilà. Mais c'est ça, Mash Lives. Non, mais... Puis en plus, dans les jeux de combat, moi, j'aime pas... En fait, j'aime pas les... Comment dire ? J'aime pas les corps associés traditionnellement au masculin, très musclés. Par contre, des personnes NB ou des meufs très musclées, je peux trouver ça joli. Mais en fait, j'aime pas les musculatures quand elles montent à un certain niveau. C'est très particulier, mais je trouve que des musculatures trop dessinées, trop bulky là, je trouve ça pas beau, quoi. Genre Arnold Schwarzenegger à l'époque bodybuilding, pas beau, quoi. Voldo. Voldo, c'est un mood. Voldo, c'est un mood quand t'es kinky, quoi. On était là pour lire des sciences sociales, on est en train de débattre de chara-design de jeux de combat. J'aime beaucoup ces streams. Ah, ça, oui, ça écate. Alors voilà, après il faut savoir que moi je dis smashable, je suis une personne ace, donc en fait j'admire l'esthétique des personnes, mais je m'amuse à dire smash et à genre oh là là sexualiser, alors qu'en vrai j'ai aucun intérêt, personnellement mon regard ne sexualise pas les gens, tout simplement parce que j'ai pas d'attirance sexuelle envers les gens. Du coup juste là en mode esthétiquement très beau, esthétiquement j'irais très bien prendre un thé et cuddle en regardant une série avec toi. Genre Nina, c'est totalement ça, c'est genre buvons un thé ou un café. Tu peux me German suplex si c'est ton truc et après on regarde une série tranquille. Mais c'est clair que si on pouvait arrêter de sexualiser tous les personnages, ce serait pas mal. Avoir un regard plus sensible aussi. Mais dans les jeux de combat, c'est assez difficile. Il y en a beaucoup qui sont
genre dans le male gaze et qui n'ont pas une approche sensible. Je pense que le fait que c'est un genre qui est très traditionnellement associé à des équipes de mecs, où c'est principalement dans les tournois, c'est les mecs qui ont leur place et les quelques meufs qui arrivent à y arriver, elles sont pas super bien accueillies. Ça reste quand même une commu assez compliquée. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai jamais vraiment trop poussé mon approche des jeux de combat personnellement parce que j'aime ça. Mais le côté très compétitif des gens fait que je peux pas jouer à ces jeux en fait. Je trouve le côté compétitif, il infuse chez certaines personnes une toxicité beaucoup trop présente. Et un peu comme League of Legends et tout, où c'est des jeux, j'y ai joué un temps et au bout d'un moment j'étais en mode, en fait je peux pas, genre, excusez-moi, mais c'est too much. Too much. Et du coup je pense que c'est pour ça aussi que c'est typiquement des genres qui sont très empreints d'un gros male gaze très très présent, parce que c'est beaucoup un entre-soi de boys club, hein, on va pas se mentir. Et c'est très dur quand t'es pas dans le boys club de t'insérer dans ces milieux-là. Et j'aimerais bien qu'il y ait des jeux de combat qui sortent où t'as une approche sensible, où les persos sont pas forcément sexualisés, ce genre de trucs, ça serait bien ça. Footloose, ah oui. Footloose, ouais, je regardais beaucoup quand j'étais enfant. D'ailleurs, il y a un moment, oui c'est ça, j'ai vu un bus passer, c'était noté Fouillouse et j'ai failli le prendre en photo et dire ah, c'est la version Wish de Footloose. Voilà, ça m'avait beaucoup amusé, mais il est passé trop vite, j'ai pas pu le prendre en photo. En plus, je revenais de chez la psy, donc j'étais pas vraiment dans l'humeur. Vas-y, faire des blagues sur internet là, alors que je viens de déballer ma vie pendant 1 heure et de chialer. Ouais, les arames, c'est moins toxique là. Sûrement rejouer avec la S2 d'Arkane. Ouais, mais j'avoue, je profite d'Arkane et c'est tout. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est les jeux compétitifs, genre Tekken, à chaque fois je les achète, je fais le mode histoire. Et je m'intéresse à l'univers, alors qu'il a aucun sens, hein. Vraiment, l'univers de Tekken, c'est comme Resident Evil, ça part partout, c'est n'importe quoi. Et mais après, c'est fini. Et lol, je pense que c'est bien qu'il y ait Arcane et tout, parce que genre, je joue au truc où c'est l'univers, et la compétition, je m'en fous. Mais oui, les arames, c'est le sang. Mais personne fait d'arames. À chaque fois que tu te mets dans des groupes avec les gens ils veulent faire des parties classiques. Moi, je veux faire des arames. Je veux qu'on soit nuls, qu'on se bully entre nous parce qu'on est tous nuls. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a un film Taken qui est pas trop mal. Ah, je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu le film Taken avec Liam Neeson là. Et c'était pas ouf. Voilà. Enfin, si à l'époque j'avais trouvé très ouf. Et après j'ai grandi, j'ai regardé, j'ai fait pas ouf quand même. Hein. Ouais, on voit qu'il n'y avait pas de déconstruction à l'époque. Hein. Excusez-moi, mais c'était pas terrible. Bref, au lieu de simp, comme on est sur Nina, n'oublions pas que tout ceci est parti de Nina. Mais c'est ça, Guetarez. Exactement. C'est pour ça que le seul jeu où, entre guillemets, il y a un petit peu d'aspect compétitif où je suis restée, c'est Final Fantasy XIV. Qui est le seul jeu où j'ai fait, mais c'est parce que c'est contre l'ordinateur, où j'ai fait du compétitif de raid à 8 joueurs à l'époque. Mais voilà, quoi. Je joue, mais voilà. Mais sinon, le reste des jeux, c'est non. Et aussi parce que je crois que je suis pas tombée sur les pendant. Alors si, je suis tombée sur... Oh là là, sur FF14, je suis tombée sur un groupe de gars qui faisaient des raids. J'étais la seule personne qui n'était pas un gars. Et... Oh là là, le sexisme, j'avais envie de me tabasser à chaque fois que j'allais en raid avec eux. Parce que je donnais des conseils, parce que j'avais déjà battu le fight, moi, depuis 6 mois avec mon ancienne équipe. Et que juste, elle était partie en couille pour du drama interpersonnel comme d'habitude, quoi. Les gens, ils montent en bourrichon, ils communiquent mal et ça part en couille, voilà. Et j'étais dans cette équipe. Et je donnais un conseil pour qu'on passe le combat. Et les mecs ne m'écoutaient pas. Et t'avais le même mec qui disait la même chose que moi. Et là, il l'écoutait. Mais sauf que le mec, il disait ça toujours 3 semaines après que moi, j'ai dit la même chose. Pendant 3 semaines. Et lui, il était écouté et moi, j'étais pas écouté. Et j'étais vraiment là en mode... Ah ouais, on est sur ce genre d'ambiance.
j'ai fini par me barrer, hein. C'était vraiment insupportable. Et c'est le seul moment où j'ai vécu le mauvais côté de FF14. Parce qu'il y a des mauvais coins de la commu, mais c'est vraiment celui-là que j'ai vécu. Après, si, il y a des nanas qui avaient essayé de me cancel parce que j'avais juste dit à un pote de faire attention parce qu'il y avait une personne qui passait de guilde en guilde, qui draguait des gars pour se faire offrir des trucs et qui se barrait après. Voilà. Et j'étais en mode, attention, j'ai pas eu des bons échos sur cette personne. Et après, on a cherché à me cancel. Et j'étais en mode, ok. Et ça n'a pas eu plus d'effet que ça parce que je pense que les gens se sont aperçus que j'étais là en mode, mais c'est vraiment les deux seules fois où j'ai eu à supporter des trucs pas ouf qui se passent sur FF14, mais comme dans tous les MMO. Mais sinon, globalement, vous pouvez faire du compétitif en étant avec des gens très bien. C'est juste, il faut qu'ils communiquent. Mais la communication, c'est compliqué. Et salut, Torréfacteur! Facteur! Fébouli a joué Yumi. Ah ouais, Yumi apparemment n'est pas très bien vu. J'ai toujours pas compris pourquoi, parce que j'ai jamais joué le perso, mais je joue bien. Non mais toi tu... Non mais toi tu la joues bien. C'est les autres qui jouent mal. Oui. Non, il faut avoir le temps. Alors moi j'ai pas le temps, mais tu vois genre... Bah voilà, moi j'ai pas le temps de jouer à Genshin, alors qu'il y a l'air d'avoir plein de trucs bien. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je mets mon temps sur Final Fantasy XIV. Enfin non, là actuellement je mets mon temps sur Pokémon et dormir. Et oui, quelqu'un parlait, faisons une transition LOL à la science sociale. Alors, pouvons-nous parler de petits groupes d'études sociologiques si on parle de la communauté League of Legends? En vrai, je suis sûre qu'il y a des sociologues qui se sont emparés des sujets. Genre, j'ai pas beaucoup cherché en réalité, mais je pense que c'est un sujet intéressant à étudier, les phénomènes sociologiques qui ont lieu dans les milieux de l'e-sport, et puis bah, du coup dans League of Legends, qui est un des jeux très présents dans la communauté e-sport. Ce qui nous amène à... Et sociologie? Est-ce qu'on devrait pas lire ceci? Est-ce qu'on devrait pas lire nos salaires sont vos recettes et font vos profits? Ah, Disgaea. Ouais, bah Disgaea, j'aime beaucoup le style graphique de... c'est Harada Takehito, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il fait les designs sur Disgaea. J'ai jamais joué moi-même, mais je vis avec quelqu'un qui est très très fan. Et qui du coup d'ailleurs a un avatar de Prini et dont le surnom est Dude. Parce que les Prini disent Dude en anglais et que je trouve ça extrêmement mignon. Voilà. Et pour celles qui connaissent pas, ouais, c'est... grosse série de tactical RPG qui a des pendants bonnes histoires. Par contre, je suis toujours un peu en... Je sais pas trop quoi penser de certains designs. Parce qu'il y a certains designs où je suis quand même... Je sais pas, est-ce qu'on est sur du truc loli et que je suis gênée? Est-ce que c'est pas volontaire parce que le mec dessine à peu près tout le monde comme des enfants tout le temps? Je sais pas trop. Du coup, je suis perturbée parce que j'aime beaucoup son style graphique, mais il y a des points de Disgaea qui me dérangent. Après, vous avez d'autres trucs que Takehito a dessiné qui ne sont pas du tactical RPG, pour celles qui n'aiment pas le tactical RPG. Mais voilà, si vous aimez le tactical RPG, c'est vrai que c'est une série à laquelle vous pouvez vous intéresser parce que bah, elle est pas forcément très très connue en Europe. Elle commence doucement à arriver, mais j'ai pas l'impression que ce soit le truc le plus connu. Mais en termes de gameplay, a priori, elle est très très bien. Alors je pense qu'il n'y a pas des gens qui auraient passé des centaines d'heures dessus si c'était pas bien. Quoique on peut aimer le caca, hein. Après tout. Chacun ses choix. J'allais dire un truc, mais je vais pas parler de jeu, c'est mort. Donc, est-ce qu'on y va sur ce manuel indociel dans sciences sociales après 30 minutes à parler jeux vidéo? C'est vrai que c'est un sujet que je maîtrise plus, alors vous me l'avez ouvert, je me suis engouffrée dedans. Mais on va pas échapper à apprendre, parce que c'est bien d'apprendre, c'est pas mal. Alors, nos salaires sont vos recettes et font vos profits. À présenter le travail comme un coût, on en oublierait qu'il est d'abord et avant tout une source de richesse. Les économistes classiques tels Adam Smith, chéris par les libéraux, affirmaient même que c'était la seule. Pour les économistes attentifs au rapport de domination, la question du coût du travail est indissociable de celle du profit. Évidemment, parce que quand on parle du fait que travailler a un coût, c'est pour se faire une marge plus grosse quand on est patron sur les gens qui font ce travail. Certains s'inscrivent dans le sillage de Karl Marx, qui au 19e... Attendez, on l'avait lu ça, non? Oh mais si, on l'avait lu ça. Les débouchés d'entreprise. Attendez, on l'avait lu.
Ouais, on avait lu cette partie-là. On en était à cette captation de la valeur au détriment des salariés impacte directement les débouchés des entreprises. Mais bon, c'est pas grave, on va reprendre du début. Certains s'inscrivent dans le sillage de Karl Marx, qui, au 19e siècle, décrivait le profit des capitalistes comme une plus-value extorquée aux prolétaires, contraints de louer leur force de travail pour vivre. Plus-value extorquée est définie pour Proudhon puis Marx, le profit provient de l'exploitation des travailleurs. La force de travail devenue une marchandise est achetée par les capitalistes. Elle crée beaucoup plus de valeur, plus-value, que ce qu'elle coûte, le salaire. La plus-value est captée par les capitalistes, bien évidemment. Hop. Alors, on lit le manuel indocile de sciences sociales. Vous êtes sur le piquet de stream. Et du coup, on récolte des dons pour... c'est vrai que je ne l'ai pas dit au tout début, mais j'ai tellement l'habitude que les gens connaissent. On récolte des dons pour la caisse, pour une caisse de grève qui du coup reverse l'argent que nous récoltons aux grévistes pour compenser la perte de salaire qu'elles subissent à faire grève. Voilà, pour soutenir l'effort collectif, quoi. Donc vous avez en épinglé le lien si vous voulez faire des dons. Si vous ne pouvez pas faire de dons, n'hésitez pas à partager l'initiative autour de vous pour la faire connaître. N'hésitez pas à faire grève si vous le pouvez, à aller manifester si vous le pouvez, à faire des actions locales, collectives de votre côté pour aider l'effort de grève. Et puis partagez le piquet parce que si jamais ça tombe sous l'œil de quelqu'un qui a de la thune et qui peut donner, ça aidera les grévistes. Ou même juste le bouche à oreille peut permettre qu'il y ait plus de personnes et voilà, ça fait un cercle qui grandit lui-même. Vous voyez le truc. Et moi je suis juste quitte. Just quitte. Et je lis des trucs et je dis beaucoup de conneries aussi, mais ça... Dans cette perspective, la baisse des salaires accentue l'exploitation des travailleurs et des travailleuses par les propriétaires des moyens de production, les actionnaires ou les patrons. Pour accroître leurs profits, les capitalistes ont deux possibilités. 1. Augmenter la valeur créée par les salariés, notamment en intensifiant leur travail. Ce qui est le cas actuellement, parce que ce qu'on vit, c'est une intensification du travail. Par exemple, en les faisant travailler à la chaîne dans l'industrie ou dans les services, et aller à la chasse de ce que l'industriel Henry Ford nommait les temps morts, des temps de vie où le travailleur flâne et ne se soumet pas totalement aux impératifs de la production. Voilà, je sais plus quelle vidéo avait parlé de ça, du fait que on vit une intensification du travail en fait actuellement, et que la raison pour laquelle justement il y a de plus en plus de personnes qui ont des conséquences physiques ou psychologiques dues au fait de travailler, c'est à cause de cette intensification. Et je sais plus si c'est sur le piquet quelqu'un qui regardait un reportage ou si j'avais regardé de mon côté, mais il y avait une personne qui travaillait chez Renault qui expliquait qu'à une époque, IL faisait 30 voitures par heure à peu près, et que maintenant avec l'aide des machines, elles sont à, je sais plus si c'est entre 60 et 80 voitures par heure. C'est énorme en fait. Et du coup, on a beau avoir créé plein de machines pour soi-disant aider les travailleurs et travailleuses, en compensation de cet investissement sur les machines, les capitalismes, ils nous demandent d'intensifier le travail en fait et de produire plus sous prétexte qu'on nous aurait fourni de quoi pouvoir nous soulager physiquement de certains efforts. Et sauf qu'en fait cette intensification elle met une pression et enfin c'est lourd en fait. Enfin moi je sais pas comment dire, mais c'est extrêmement lourd. Enfin moi personnellement je vis un travail intense où on est en rush constant parce qu'on a tout le temps du monde au bar. Et j'en peux plus en fait. C'est une des raisons pour lesquelles malheureusement je peux pas tenir plus. C'est aussi que c'est si intense que je ne tiens pas. Je ne tiens pas physiquement, mais je ne tiens pas non plus moralement. Parce que zéro temps de pause, parce que il faut toujours produire. Il faut atteindre... alors là, je parle même pas de mon cas, mais dans certaines entreprises, il faut atteindre des quotas et tout. Enfin, c'est méga compliqué. Les personnes qui sont en entrepôt Amazon par exemple, où les pauses sont timées, où t'as un truc qui check les temps de pause que tu prends pour aller faire pipi et tout, genre si tu vas trop pisser ou quoi. Enfin, il y a des trucs, mais vraiment, c'est beau. Enfin, on atteint des stades
comment dire, de surveillance des travailleurs et travailleuses et d'intensité qu'on leur demande dans leur travail qui sont pas vivables en fait. Et après on s'étonne que les gens n'aient plus envie de bosser à une intensité pareille ou que les gens fassent des burn-out, mais en même temps, je suis désolée, mais il y a un truc de on nous en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. À côté, la vie, elle augmente. On est toujours dans des situations qui continuent d'être précaires, en fait. Et enfin, genre, je sais pas, mais tu peux pas, en fait, demander ça. Moi, je trouve ça effarant, en fait, quand on arrive là. Ah oui, ah putain, je savais pas ça. Les GPS des camions qui s'affolent si tu restes 5 minutes à l'arrêt. Oh putain. Plus rien, pardon, plus rien. Les plateaux télé. Oui. J'ai pas vu de plateau télé qui en parlait, mais c'était un exemple concret. Matchlife, je suis très preneur de ça, bien sûr. C'est vrai que c'est pas logique. Mais c'est ça, Guettares. En fait, c'est que pour les capitalistes, comme ils ont investi de l'argent pour créer des machines, du coup ils ont investi de l'argent et ils sont en mode bon grâce à ces machines on peut produire plus, du coup on nous demande toujours le même temps de travail et toujours une production de plus en plus intense que on peut pas se reposer en fait. Et là où on était censé acquérir du confort, et on n'en a pas acquis du tout en fait. On a juste acquis plus de pression. Et c'est quand même effarant. Et salut HBKGO, merci pour le raid, bienvenue aux gens de chez HBKGO. Bon, je vous présente pas la maison, hein, le piquet de stream, vous connaissez, les dons, la caisse de grève, on est énervé contre le gouvernement, voilà, on est des sales gauchias, bienvenue. Salut. Chez Amazon, t'as une carte pointage. Oui, non mais oui, j'avais justement mon compagnon qui a bossé en entrepôt Amazon et qui m'avait raconté, j'ai d'autres membres de ma famille aussi qui ont bossé en entrepôt Amazon, le pointage que tu as pour tout, les temps de pause, les temps passés sur ton poste, le temps que tu passes aussi, genre tu as un quota de nombre d'objets que tu dois mettre dans ton chariot là, par temps donné, et je crois que c'était par minute, il faut que tu aies mis un certain truc dans ton chariot, enfin il faut que tu aies aussi une certaine intensité de travail, parce qu'ils remarquent genre, ah mais là t'as slacké pendant 5 minutes, là t'as mis moins de trucs dans ton petit caddie que t'es censé faire, et c'est genre, on est où? Allô, on est où? Bonsoir, ça va l'exploitation, on se calme? Ah bah non, c'est le capitalisme, excusez-moi. Voilà. Et si je pense qu'il y a des temps de pause obligatoires, enfin, j'espère en tout cas, mais bon. C'est tout à fait power. Le but, ça a toujours été d'augmenter la productivité. Le but pour les capitalistes, de toute façon, c'est toujours d'augmenter leur capital, d'augmenter leur gain. On le voit bien avec de toute façon, le gouvernement est de ce côté-là, on le voit bien avec toutes les réformes qui passent. Plus il y a des réformes qui passent, plus ces réformes, elles profitent aux patrons, aux gens qui ont déjà de la thune. Et nous qui sommes salariés, ouvriers, ouvrières, en situation en fait pas patronale, ou même des gens qui juste essayent de s'en sortir dans leur coin en auto-entreprise, on se fait écraser en fait par ces gros là. Et le gouvernement cherche de plus en plus à limiter nos droits à nous et à donner de plus en plus de droits aux patrons pour qu'on se fasse encore plus exploiter. Et c'est genre, allô? Et moi, un truc que je me dis aussi, mais ça c'est peut-être je suis une personne naïve, je suis un bébé naïf, mais je suis en mode, mais ça vous sert à quoi d'avoir autant d'argent? Ça sert à quoi de produire autant? On produit déjà trop et du coup on jette plein de trucs. À quoi ça sert? On est juste en train de niquer notre environnement, niquer notre planète, niquer la santé des gens. On vient pas en aide à plein de gens qui ont besoin de coups de pouce. Plus on avance, plus on est en train de détruire les gens qui sont pas encore détruits. Enfin, peut-être à un moment, il faut se rendre compte que cette machine ne marche pas en fait. Que cette machine, elle fait du bien à 1% de gens qui baignent dans leur thune tellement qu'ils savent pas plus quoi en foutre. Enfin, moi je suis désolée, mais quand j'entends des trucs genre 158 milliards, je suis moi en mode, qu'est-ce que tu vas foutre de 158 milliards? Je pense que même ton 14e arrière-petit enfant, il aura encore largement de la thune pour lui et ses 14 arrière-petits-enfants qui suivent. Allô? et en fait, enfin, genre, je sais pas, il y a cette course à la plus grosse, mais même en termes d'utilité, t'en fais quoi? Mais après, c'est peut-être voilà que je suis une personne naïve et que moi j'ai l'habitude de m'en sortir avec pas beaucoup de thunes. Du coup, quand je vois ça, c'est... Oui, il y a peut-être une question d'ego, mais ça c'est pareil, je comprends pas comment ton ego il peut être plus fort que d'autres êtres humains autour de toi.
Bon, le patriarcat, forcément, voilà, parce que le patriarcat donne de l'ego et que la plupart qui se font de la thune, bah c'est des vieux gars, voilà. Mais ça pue la merde, excusez-moi, mais je suis énervée aujourd'hui, du coup je suis plus énervée que d'habitude. En même temps ça me fait du bien, j'ai du mal à toujours être dans mes positions. Des fois je m'édulcore trop, mais aujourd'hui j'ai pas envie de m'édulcorer parce qu'en fait ce genre de situation m'énerve et qu'on se fasse exploiter comme ça et que ce soit justifié toujours parce que ah là là on coûterait trop cher, nanani nanana, et gros c'est bon hein, on a la plus grosse fortune qui est français, on peut peut-être lui prendre un peu de sa thune hein. Genre je pense que même 1% de sa thune ça suffit à faire vivre même plus de 50% des employés en France. Just saying, mais voilà, j'ai pas les chiffres, mais juste ça me paraît tellement gros, c'est bon quoi. Ouais. C'est uniquement sur la contrainte. Mais c'est ça Powerhead. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire grève et d'essayer de les contraindre justement. Mais oui, les temps de préparation. Mais il y a plein de gens en plus. Alors ça, j'avais vu sur Twitter des gens qui en parlaient. Mais il y a plein de gens. Normalement, le temps de préparation fait partie de ton temps de travail. Et il y a plein d'employeurs et d'employeuses, ça se dit pas, mais je m'en balèque. Qui te demandent d'arriver plus tôt pour que ces 5 minutes de préparation, tu les fasses en dehors de tes heures de travail. Mais en fait, rien que ça, alors c'est con, ça paraît que 5 minutes, mais rien que ça, c'est déjà en demander trop et en demander plus que ce qui est censé être dans ton contrat, parce que le temps de préparation fait partie de ton temps de travail. Donc, si on te dit tu commences à bosser à 10h, t'arrives à 10h, tu prends tes 5 minutes de temps de préparation, t'es ready à bosser à 10h05. On te dit pas, non, il faut que t'arrives à 9h55 pour être ready à bosser à 10h. C'est pas ça le contrat normalement. Ça marche pas comme ça. Mais bon, on est dans un monde où si tu dis non, ça marche pas comme ça, et ben, oh, désolé, ta période d'essai n'a pas été concluante. Allez, bisous. Voilà. Bref. Les éboueurs pendant le Covid. Il y avait qu'une personne. Ah la vache. Ah bah oui. Ah la vache. Les éboueurs pendant le Covid, il n'y avait plus qu'une personne à l'arrière du camion, ce qui double la charge de travail, ce qui était interdit avant. À la fin des restrictions, les collègues étaient absents, bah tu partais à nouveau seul à l'arrière. Oui, mais en vrai, c'est con, hein, mais il y a des mesures Covid qui étaient forcément nécessaires pour la sécurité minimale des gens qui étaient obligés de continuer leur travail pendant l'épidémie, enfin la pandémie qu'on subissait. Et en fait, il y a plein de choses que le gouvernement a permis pendant ce moment-là qui sont restées des acquis, alors que ça devait être des mesures exceptionnelles qui se finissent à la fin des mesures de confinement et tout ça. Mais en fait, c'est resté comme des acquis. Parce que je pense que le cas des éboueurs et des éboueuses, ça se dit pas non plus, je pense, mais je sais pas comment dire. Il est pas seul. Genre, c'est un très bon exemple pour s'en rendre compte, mais je pense qu'il est pas solitaire parce que on a pu voir aussi que au niveau notamment des choses que peuvent faire les flics, il y a des choses qui sont restées après la crise du Covid qui n'étaient pas là avant. Du coup, c'est genre, vous passez en soum-soum des petits trucs bien dégueulasses là quand même, hein, excusez-moi, mais c'est OLG qui en parlait d'ailleurs lundi, que pendant qu'on parle que des retraites, le gouvernement a fait passer en soum-soum un truc que j'ai oublié, mais où j'étais en mode pardon, quoi. Et ils essayent de faire passer en soum-soum un autre truc qui serait vachement un recul aussi sur nos droits. Et j'étais en mode ok, mais je me souviens plus évidemment parce que je suis quelqu'un qui a une mémoire de 5 secondes, donc très utile. Mais voilà, si vous voulez aller voir la dernière vidéo de OLG sur l'abécédaire par rapport à la réforme des retraites, même si vous voulez pas voir tout l'abécédaire, c'est pendant l'intro que Usul et Host en parlent. Host politique. Le pointage, ouais, tout à fait. L'absence de pointeur, ouais. Mais c'est ça Asparok en fait. Que tu sois dans une entreprise... En fait, le problème c'est les deux sont utilisés d'une manière à mettre la pression sur les personnes qui travaillent. C'est genre, le pointage, il est là pour te mettre la pression, pour que tu pointes vraiment à chaque moment pour surveiller ce que tu fais. Mais en même temps, c'est aussi le truc qui va montrer que tu fais des heures sup quand tu fais des heures sup. Si certains endroits font attention à ça, parce que mon père a déjà bossé dans un endroit où il devait pointer, mais bizarrement la badgeuse elle se finissait à 17h et du coup quand des fois il finissait plus tard, et ben c'était pas comptabilisé. Oh là là, oh mais c'est pas notre faute.
Mhm. Bref, il s'est fait entuber plusieurs heures sup comme ça à l'époque où il était pas dans le service public, parce que maintenant qu'il est fonctionnaire, c'est un petit peu moins faisable de la part de leur administration, même si ma mère se fait entuber par la fonction publique quand même. Mais bon, ça c'est. Et les boîtes, moi un truc que je connais bien, c'est les boîtes de JV notamment, qui sont là en mode ah ouais non mais il faut pas compter tes heures, de toute façon t'inquiète, tout le monde fait des heures sup, mais on fait attention à la santé des gens qui sont à l'intérieur. Tu vois, c'est l'esprit de la boîte, tout le monde se donne à fond. Ouais, et c'est ce qui permet qu'il y ait des boîtes qui te fassent faire 60 heures semaine tranquille, pépouze, rien à foutre. Et genre, ouais, dans les deux cas, les deux systèmes ont leurs défauts, parce que les deux systèmes, quand t'es dans des boîtes où il y a des patrons qui ont pas de scrupules, bah ils vont être utilisés contre toi de toute façon. Donc dans tous les cas, t'es niqué. Et c'est, pour moi, c'est le problème actuel avec les modes de travail dans beaucoup d'endroits classiques, quoi. Quand on est sur des systèmes un petit peu différents, éventuellement des scopes, éventuellement de l'auto-entreprise où tu te gères tout seul, tu peux essayer de contrebalancer ces trucs-là. Ou même, il y a des boîtes qui essayent de contrebalancer ces trucs-là, mais c'est une très 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 petite minorité par rapport à toutes les boîtes qui vont juste utiliser ça comme nouveau mode d'exploitation d'une manière ou d'une autre. Donc bon. Mais c'est ça, Baleno. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Source Code du travail. Et actuellement, je pense que tout le monde, tout le monde parmi les patrons a oublié cette ligne du Code du travail. Mais tu fais bien de la rappeler, Baleno, je la connaissais pas. Mais c'est ça, Guettard, c'est indécent. Le projet est plus grand et bien plus complexe que ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Lord? Oh Lord. Pardon, j'ai envie de dire oh Lord. Pas oublier de ramener en termes de secondes. Oui, c'est vrai, 1 million égale 11 jours, 1 milliard égale 31 ans. Oui, donc avec 158 milliards... Oula, alors attendez, 158 fois 31, j'ai envie de faire le calcul en calculatrice au téléphone. Non, ça c'est contact. J'ai vu un C, j'ai cliqué. On a le cerveau qu'on mérite. Alors, 31 fois 158, donc là, 4898 ans. Oui. Ouais. En comptant un revenu moyen de 1500 € par mois sur 80 ans, il peut littéralement s'offrir la vie de... Attends, 1, 2, 3... 150 000 personnes. Oh la vache, c'est ouf quand même. Ah oui, l'auto-entrepreneuriat, on se fait douiller. Ah mais ça... de toute façon, comment dire, tu te fais douiller à peu près partout. Je sais pas comment dire, mais c'est très triste. Hein. Mais en même temps, ça m'énerve intérieurement, mais on se fait douiller quels que soient les choix qu'on fait. Tant qu'on n'est pas un grand patron avec de la thune, on se fait douiller de toute façon. Alors, je parle même pas, genre, que t'essayes de t'en sortir en auto-entreprise, tu te fais douiller par l'URSSAF parce que tu prends des trucs dans la tronche, même si t'es petit et que tu gagnes pas de thunes, t'es obligé de donner beaucoup. Genre, moi, à l'époque où j'avais mon auto-entreprise, c'était ouf parce que je vivais clairement sous le RSA. Et avec mon compagnon, on vivait clairement sous le seuil de pauvreté. Bah là, ça va être à nouveau le cas, hein, et on se démerde parce qu'on a de l'aide de la famille, parce que lui, il a de l'argent de côté, et que j'ai cette chance, j'ai ce privilège en fait d'avoir une famille qui peut se permettre de m'envoyer un petit peu pour m'aider par mois. Mais je me rappelle, au début de mon auto-entreprise, au fur et à mesure que l'acre ne faisait plus place, le peu de rémunération que je recevais qui devait me servir à vivre, il y a une grande partie qui partait à l'URSSAF, et du coup je me faisais douiller, et je bossais beaucoup pour essayer de faire fonctionner le truc, parce qu'en plus quand tu démarres et que t'es tout seul et machin, et que t'as pas les moyens de te payer des trucs qui aident beaucoup, c'est compliqué en fait. Et c'est tout ce mythe que la Macronie essaye de faire, d'avoir plein d'auto-entrepreneurs, ceux qui s'en sortent très bien et tout. Mais c'est compliqué de s'en sortir aussi comme ça en fait, parce que t'as un système qui, quand t'essayes de t'en sortir tout seul mais que t'es précaire, et bon courage. Concrètement, c'est la vie te regarde et fait bon courage, hein. Et du coup, tu fais des jobs alimentaires pour t'en sortir, quoi. Enfin, moi, je sais que personnellement, c'est l'angle que j'ai pris maintenant. C'est je vais partir sur un mode où je fais mes trucs et où j'essaye de me payer avec mes trucs. Et je vais faire du job alimentaire en mi-temps à côté. Mais voilà, parce que voilà, c'est des décisions que j'ai prises. Mais tu te fais beaucoup douiller de toute façon quand tu commences pas avec un capital de départ de bourgeois. La vie, elle est pas très sympathique avec toi. Les règles, elles sont pas là pour toi. Non, elles sont là pour les riches, pour qu'ils s'enrichissent encore plus. Malheureusement. Bienvenue dans le capitalisme.
Oui, lire la convention collective, ouais. Ah, dans la convention collective, ça peut être... tu peux avoir une prime d'habillage. Ah, je savais pas ça. Je me demande ça. Ah, c'était la sécurité. Oui, c'est ça, la loi sécurité pendant les JO qui autorise à ce qu'il y ait des caméras de surveillance supplémentaires et des drones qui puissent patrouiller. Oui, c'est ça qui est passé. Ce qui est quand même... Voilà, voilà. Télétravail dès le début du Covid. Et t'avais un formulaire numérique pour pointer. Waouh. Dans la tech, t'as une chance, c'est que le moment où tu as un PC plus connexion. Oui. Oui. Oui, quand tu peux te permettre, ça... Tout à fait, Junior. Les heures sup compensent sa passion, bien sûr. Tu fais ça par passion, ça va bien se passer. Par contre, des boulots dits de merde et qui sont très bien payés. Oui, mais le truc, c'est qu'il y a plein de boulots dits de merde où t'es très bien payé qui sont par contre taxants sur d'autres niveaux qui peuvent être taxants, genre physiquement ou mentalement pour d'autres raisons. Parce qu'il n'y a pas que la thune aussi, genre dans le travail. Enfin, moi en tout cas, je ne vois pas que la thune dans le travail. Malheureusement, j'ai besoin de thune pour vivre dans un monde capitaliste, comme tout le monde. On est obligé de faire avec. Du coup, j'essaye de m'en sortir niveau thune, mais moi je suis quelqu'un, et je le dis toujours, j'accorde beaucoup plus de valeur en fait au temps que je peux passer pour moi et pour les choses qui me font plaisir. Et ça va aussi avec de toute façon mon trouble neurodéveloppemental, et la raison pour laquelle je repars sur un truc lié à mes intérêts spécifiques, c'est parce que je peux pas ne pas consacrer beaucoup de mon temps à mes intérêts spécifiques. Et du coup, c'est la seule manière que j'ai trouvé d'allier travail et vie en fait, de trouver un travail qui rentre dans mes intérêts spécifiques pour pas avoir l'impression d'être en train de perdre mon identité et de mourir tout seul à petit feu en travaillant. Et c'est con, hein, mais voilà. Et en fait, je trouve que le travail, ça a un poids pour certaines personnes aussi psychologique de... tu passes quand même beaucoup de temps, parce que même à 35 heures semaine, c'est beaucoup de temps que tu passes de ta vie à faire un truc. Et c'est dur de faire quelque chose dans lequel t'as du mal à avoir de l'épanouissement. Donc certes, ça peut bien payer et peut-être t'aider à ce que tu passes dans autre chose après. Mais à quel point tu peux faire ça longtemps, à quel point tu vas vraiment réussir ou quoi. Après, peut-être que voilà, j'ai une vision un peu différente aussi parce que, comment dire, moi j'ai vécu dans une famille où on a toujours galéré à s'en sortir. Enfin, je viens de personnes qui ont émigré de Pologne. Ça a toujours été des deux côtés des familles ouvrières pauvres. Mes parents ont commencé leur vie en bossant à l'usine et tout. Enfin voilà, situation pas ouf. À la fin, enfin genre maintenant là, ils arrivent un peu à être un peu plus côté moyen quoi. Moi je suis toujours en situation plutôt genre moyenne pauvre parce que j'ai mes parents qui peuvent m'aider. Sinon on serait clairement en situation de on n'a pas de thunes quoi. Mais et comme j'ai toujours vécu là-dedans, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que genre oui je ferai un job qui pendant un temps va me défoncer la santé. Mais après peut-être je serai tranquille pendant quelques années. Parce que c'est ce que j'ai essayé de faire techniquement là. En croyant vraiment en plus que ça allait être un job dans lequel il y allait avoir des côtés difficiles. Parce que c'est de la restauration et qu'il y a du service avec les gens et que j'aime pas les gens. Enfin j'ai du mal en fait avec les gens et à faire du truc en équipe tout le temps. Et je me suis dit mais c'est pas grave en fait. Ça va m'aider dans un projet de vie sur l'avenir. Je vais pouvoir y rester quelques années, mettre de l'argent de côté et pouvoir peut-être à l'avenir aller dans autre chose et faire un truc qui me fasse moins de mal. Mais en fait je l'ai pas tenu psychologiquement. Et je pense que y a plein de trucs comme ça, c'est pas tenable psychologiquement. Genre je sais que par exemple bosser en abattoir ça peut être des trucs qui payent bien, mais c'est horrible à mon sens comme taf. Mais il faut supporter en fait psychologiquement et physiquement ce que ça va demander. Et il y a plein de taf comme ça où genre faut pouvoir le supporter. Et c'est vrai que ça peut être dur, surtout quand t'accordes de la valeur à ton temps et à faire des choses qui puissent te faire du bien. Passer 35 heures par semaine, voire plus, sur un truc qui te détruit moralement, c'est dur à encaisser et c'est dur à faire sur plusieurs années. Du coup, voilà quoi. C'est chaud. Les fins de vie ça paye, mais faut pouvoir le faire. Ouais, mais c'est ça. Ça. Mais c'est ça, Lord.
Bah tu peux, mais ça dépend à quel point tu le supportes. Après, moi justement je trouve ça... Comment dire? Ouais, je compatis énormément avec les gens qui arrivent à le faire. Et il y a une part de moi qui les envie aussi parce que je sais que bah, moi du coup je ne peux pas. C'est rageant quoi. Mais bon, c'est moi, il faut que je fasse la paix avec, avec mon handicap hein, et le fait que j'ai pas les mêmes capacités que les autres personnes et il faut juste que j'arrive à l'accepter et que j'arrête de me gaslighter. Mais je trouve ça très... En fait, je trouve ça très bien pour des gens si des gens arrivent à faire ça, à pouvoir se mettre dans un job qui vraiment est dur à supporter pour elles, mais qui leur permettra de s'en sortir après. Ben, si vous pouvez le faire pour vous et que vous estimez que c'est tenable et que ça vous sera bénéfique, go en fait. Clairement, go. Parce que juste, bah, on a chacune nos parcours de vie et qu'on essaye de s'en sortir au mieux. Et ça, si c'est la manière pour certaines personnes de s'en sortir au mieux, bah, je me dis, allez-y en fait. Parce que de toute façon, on joue avec nos billes. C'est simple, on part tous avec des bagages différents. On essaye de s'en sortir avec ces bagages. Et on n'a pas tous les mêmes méthodes. Et moi, j'en ai une parce que je suis obligée de faire avec mon handicap. Il y en a d'autres qui en auront des différentes. Et c'est très bien en fait. Tant qu'on s'en sort et qu'on ne devient pas un connard de patron capitaliste après, ça me va très bien. Restez de gauche. Si vous vous en sortez, restez de gauche s'il vous plaît. Aidez les autres. Et voilà. Et, par contre, si vous étiez de gauche de base et que quand vous commencez à vous en sortir, vous devenez macroniste, bah là, désolé, mais j'aurais aucun mal à vous mettre le nez dans votre caca. Voilà. Taxes sont pas progressives. C'est ça. Tout à fait, Mimo. Ah, t'avais les appels à la prime d'activité? Nice. Moi, j'avais plus droit au RSA du coup, parce que bah, mon compagnon s'est mis à travailler et on a été con. On a dit à la CAF que on vivait dans le même logement en concubinage et du coup, on se fait niquer. Bonne ambiance. Vraiment bonne ambiance. Si vous êtes pauvre, ne dites pas à la CAF que vous êtes en couple. Très mauvaise idée. Mais en même temps, si vous fraudez la CAF, ça peut être une très mauvaise idée aussi. Bon, dans tous les cas, moi, je veux plus avoir affaire à la CAF, mais ça c'est... Mais non, mais essayez de magouiller, hein, vraiment, parce qu'on se fait niquer, quoi. Et après, si vous avez de la chance, si vous êtes en couple homo, c'est plus facile de faire croire que vous êtes en colocation grâce à l'hétéronormativité qu'ont encore les gens de la CAF. Pour une fois que l'hétéronormativité sert à quelque chose, franchement, c'est vrai que je me dis, purée, pourquoi je suis pas en duo avec une meuf, moi, hein? Ça sert à quoi d'être pan romantique? Bah rien. Je me suis auto-entubée. Mais bon, c'est pas grave. On aime les gens qu'on aime, c'est tout. Tout à fait, Osef. C'est un truc de ouf. Moi, ça me... à chaque fois, je suis en mode, vous avez trop cru au discours de Macron. Mais c'est pas grave. Je saurais faire de Resident Rich. Ah si, c'était si facile. Ah si, je pouvais planter des clochettes comme dans Animal Crossing pour gagner 30 000 balles 3 jours après. Je le ferais, hein. Si je pouvais économiser mes tips, avoir 100 balles, les planter, ça devient 300 balles dans 3 jours, no problemo, je le fais, hein. Malheureusement, c'est pas si simple. 3 jours de congé sup pour compenser le temps d'habillage. Hein, c'est... T'estimes que c'est fair ou pas? Parce que je me rends pas compte si c'est genre juste ou pas. 3 jours pour compenser le temps d'habillage. Je me dis ça dépend de ton temps d'habillage et tout, mais est-ce que toi t'estimes que c'est juste 3 jours de congé supplémentaire pour compenser ce temps-là? D'où il y en a temps précis, c'est de te lancer. Oui, ah, ça. Et sachant qu'en plus, bah, tu connais pas forcément la comptabilité parce que c'est aussi des trucs. On a aussi un truc en France. Ça, c'est mon truc qui m'a toujours gêné en France. C'est faut pas parler de thunes. C'est genre, t'arrives quand t'es dans certains cercles ou quand t'as des potes en auto-entreprise à parler un peu de thunes et ça essaye de se démocratiser. Genre, moi, je vois notamment dans le milieu de l'illustration. Des anglophones qui parlent pas mal du prix de leur commission et de comment tu fais tes prix de commission pour essayer justement que les nouvelles personnes qui arrivent dans le milieu posent les prix correctement de leur commission et ne s'auto-entubent pas en faisant payer les gens beaucoup trop cher en faisant payer les gens beaucoup trop peu cher, pardon, pour essayer de gagner en notoriété et tout, mais en fait tu te défonces tout seul et il faut aussi mettre dans la tête des gens certains trucs parce que bah en plus quand tu fais des métiers qui sont considérés métiers passion, les gens ils ont tendance à te dire ouais mais tu fais ça par passion donc c'est un peu cher quand même, toi t'es content de dessiner, non? Non. Non, c'est ton métier. Donc il y a un moment
Il faut arriver à pricer correctement. Mais voilà, mais c'est chaud parce que quand t'es en auto-entreprise, c'est un truc aussi très seul. Et si tu veux pas tomber dans des séminaires de droit, parce que moi j'ai essayé à un moment de converser avec d'autres personnes, je me suis retrouvée dans un groupe où les gens étaient pro-NFT et métaverse. Je suis profondément contre le NFT et le métavers. Du coup, j'étais vraiment en mode, excusez-moi, le seul intérêt que je vois du métavers, c'est éventuellement à des fins thérapeutiques, médicales, mais sinon, je ne vois pas l'intérêt de ce truc. Et je me suis retrouvée là-dedans, et là je fais, ok, non en fait, je vais pas pouvoir avoir de lien avec ces gens-là. Genre, vous voulez pas qu'on fasse des trucs d'auto-entrepreneurs de gauche, où on essaye de s'en sortir et de se filer des bonnes astuces? Parce qu'on essaye de le faire en soi, et on essaye de parler des prix et tout entre nous, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de visibilité et moins de tabou justement au fait de parler du prix de ces prestations, parler des salaires réels du coût aussi, parce que notamment dans le jeu vidéo il y a un gros tabou sur parler de ton salaire, et je trouve ça complètement con parce que tu sais pas du coup comment te défendre, que tu sois salarié ou en auto-entreprise, tu sais pas comment demander plus à ton patron parce que tu connais pas les salaires derrière, et c'est un truc, en fait c'est un truc qui sert principalement au patron, le fait qu'on sache pas combien on peut mettre de prix au truc et combien on peut demander en tant que salaire. Ça sert à te baisser toi ton salaire le plus possible, et tu sais pas que tu te fais arnaquer par rapport à d'autres personnes, donc c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, c'est mon rant sur le tabou de la thune en France, alors que regardez, là il y a 46 011. C'est bête que les centimes soient pas à 1 aussi, parce que sinon j'aurais trop kiffé. 46 ça aurait été trop bien. Là on est à 46 111 64 centimes. Et c'est pour une caisse de crève. Et ça c'est beau. Et regardez, c'est là, c'est transparent. Ça va être transmis à des gens qui vont pouvoir compenser la perte de leur salaire. Voilà, ça trop plaisir. Ça fait du bien. Si on s'en sort, c'est qu'on a... Oulala, la méritocratie. Tu veux vraiment qu'on parle de la méritocratie, Joseph? Dans l'entreprise. Ah oui, c'est ça l'ordre. Ou, enfin, certains. Moi, je dirais pas talent, mais un savoir-faire, en fait. Parce que pour moi, le talent n'existe pas, mais c'est mon opinion aussi. Yaman, tabou. Oui, tout à fait, Joseph. Tout à fait. C'est principalement dans les secteurs... les secteurs tertiaires, en effet, qu'il y a un... Ah, c'est un palindrome? Ah, purée, oui, c'est vrai, c'est un palindrome, le chiffre actuel. Incroyable! Bien vu, Joseph, bien vu. Faut s'inventer une histoire au début. Ouais, mais bon. Ouais, mais voilà. Mais... le problème, c'est qu'il faut s'inventer une histoire où on peut... il faut un peu mytho. Personnellement, j'en suis pas capable. Je déteste... Enfin, j'en suis pas capable. Je n'arrive pas à mentir frontalement sur quelque chose. C'est genre... si je mens, c'est par omission de certains trucs. Ça m'est déjà arrivé pour me protéger aussi, parce que j'ai appris à le faire en fait. Enfin, j'ai appris à devoir le faire pour m'en sortir, quoi. Parce que quand t'es autiste, il faut savoir des fois manager des trucs pour t'en sortir. Mais je déteste ça. Je déteste profondément ça. Et en fait, dans ma vie professionnelle, quand j'avais commencé l'auto-entreprise, je suis incapable de mitonner les gens en fait. Je peux pas, juste éthiquement, ça ne me va pas. Parce que j'ai envie de nouer une relation honnête et éthique avec les gens. Et je sais que ça me sert pas, hein. Genre, je sais que ça va plutôt me desservir et me rendre la vie plus difficile. Mais le truc, c'est que j'ai pas non plus envie de brader... Enfin, personnellement, je vais pas brader les valeurs en lesquelles je crois et la personne que je suis pour m'en sortir. Et c'est ça aussi qui est compliqué, c'est que genre, moi il y a des compromis que je peux pas faire parce que je suis rigide là-dessus. Et je sais que c'est con d'être rigide là-dessus, mais mon cerveau il est rigide là-dessus. Et voilà quoi. On peut toujours les mitonner. Et c'est ça, je peux même pas mitonner les bourgeois. Moi je vois un bourgeois et je lui dis c'est quand qu'on te mange quoi, excusez-moi mais... Justine c'est pour la magie. Quoi? De l'usine en magie? Oui. Manger de la passion matin, midi et soir. Ah ouais. Ouais, moi je vis en mangeant de la passion. Ah, c'est... Du coup, j'ai des carences. C'est dommage, hein. Peut-être on devrait conseiller aux riches, vous voulez pas vivre de passion. Genre, vous donnez tout votre argent à des gens qui vivent pas de leur passion. Et vous vivez de votre passion. Hein? C'est bien ça. Et comme ça, ils se rendront peut-être compte que ça ne nourrit pas l'air. Dommage. La passion, ça ne se siphonne pas. C'est... Ça marche pas. Enfin si, les riches peuvent te la siphonner, mais toi tu peux pas te la siphonner toi-même pour te nourrir. Ça marche pas. C'est un peu dégueulasse ce que je veux dire. C'est pas
On était sur quoi? On était, oui. Pour accroître leur profit, les capitalistes ont deux possibilités. Donc, le travail à la chaîne, bliblablou, ou 2. Accroître la part des profits prélevés sur la valeur créée par le travail. Par deux moyens. Le premier, en réduisant les effectifs de l'entreprise. Évidemment, péter des emplois. Comme ça, t'as plus de thunes. Des casse de fruits de la passion. Pétard. Ça, il y a des chances en plus. Le groupe Carrefour supprime des emplois en mobilisant le travail gratuit des consommateurs dans ses hypermarchés. Recours aux scanettes et aux caisses automatiques. Rayon charcuterie, poissonnerie, traiteur en libre service. Station-service convertie à un système complètement automatisé, etc. Et oui, ça sert à ça aussi, à dégager des gens. Parce que les patrons sont des patrons. Le second, en réduisant la masse salariale, c'est-à-dire en comprimant les salaires versés. Alors, masse salariale. La masse salariale est la somme des rémunérations brutes des salariés de l'établissement, hors cotisation patronale. Masse salariale égale salaire net plus cotisation sociale salariale plus prime des salariés au cours de l'année. Ok. Aujourd'hui, la baisse des cotisations sociales produit cet effet. Ce qui est pris sur les ressources de la protection sociale va au profit, et en particulier à ceux qui sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes. En 2018, les entreprises du CAC 40 ont versé 57,4 milliards d'euros à leurs actionnaires, un chiffre jamais atteint depuis 10 ans. 57 milliards. Putain. Trop d'argent. Beaucoup trop. Cette captation de la valeur au détriment des salariés impacte directement les débouchés des entreprises. Les travailleuses et travailleurs ont en effet une fâcheuse tendance à dépenser l'argent qu'ils ou elles gagnent, et notamment à acheter les biens et services que d'autres produisent. Elles et ils alimentent la demande globale dans l'économie. Plus que l'opportunité de produire pour pas cher, c'est bien la demande globale qui détermine la décision des entreprises à produire. Je sais pas où tu veux en venir, mais j'espère que tu n'en viens pas à ce dont je pense, et donc à embaucher pour produire plus. Plus exactement, ce sont les anticipations des dirigeants d'entreprise qui sont déterminantes. Ces prévisions, le grand économiste britannique John Maynard Keynes les appelait demandes effectives. Leur rôle est confirmé enquête après enquête auprès des chefs d'entreprise. Ceux-ci affirment fixer leur niveau de production en fonction de leur carnet de commandes et non en fonction du coût de leurs salariés. Quand les prévisions sont optimistes, la demande anticipée soutient la croissance de la production. Plus les ménages consomment et plus les entreprises investissent pour augmenter leur production, ce qui les incite à recruter et à investir. Inversement, quand une usine ferme ses portes, comme celle de Ford à Blanquefort, en Gironde, c'est l'ensemble du tissu économique local qui se déchire, car les salaires des ouvriers faisaient vivre les commerçants locaux. Et les artisans comme salariés de la grande distribution dépensaient ces revenus chez les autres, et ainsi de suite. Il est ainsi plus juste de se représenter l'économie comme un grand circuit où tout le monde dépend des dépenses des autres, plutôt que comme un grand marché où offreurs et demandeurs se font face. Oui, ok, d'accord, c'est là qu'ils veulent en venir. Plus d'automatisation, donc moins besoin d'emploi en théorie. Tout à fait, Guetares. Et on les a aidés pendant le Covid. Bah oui, évidemment. Enfin, c'était 2018, donc c'était avant le Covid. Mais par contre, il y a eu plein d'aides exceptionnelles aux entreprises pendant le Covid. Et évidemment, c'est toujours les plus grosses entreprises et les plus gros patrons qui se sont fait plein les poches. Hein. On l'a bien vu, tous les chiffres ont monté. Ah, merci Tanel, merci beaucoup pour les 20 balles. Tu as cassé le palindrome, mais tu as fait monter la caisse de Vrève à 46 131,64 €. Merci beaucoup. Et est-ce que tu nous as écrit un petit message? Évidemment, j'ai fermé la fenêtre des dons parce que je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent, n'est-ce pas? Toujours dans l'intelligence, jamais dans la stupidité. Merci pour votre combat, merci pour nos retraites. Et bien merci à toi pour ta participation à ce combat et à cette lutte pour qu'on conserve nos retraites. Merci beaucoup Itanel. Ah bah tu peux assumer d'avoir cassé le palindrome. Il y a encore le palindrome? Ah non, il y a encore le palindrome. Ah, incroyable, tu l'as cassé, mais tu l'as gardé en même temps. Purée. Incroyable. Continuez de faire comme ça du coup. En fait, faut donner des chiffres fixes.
Et faudra changer les centimes quand on passera à 47 000 quelque chose. Faudra qu'on soit à du coup 74 centimes. Smart. Profession libérale, je peux vous dire qu'on s'est également gavé là-dessus. Ouais, ça ne m'étonne pas. Là où je voulais en venir, c'est que les entreprises auraient mieux géré leur argent. Oui, ah bah ça, Osef. Mais les entreprises, bah là, comme ils viennent de le dire, en gros, font toujours à la commande. Et voilà quoi. Donc pas seulement les grosses boîtes. Ouais, il y a des professions libérales aussi. Écoute, après, si t'as pu te gaver et que tu redonnes la caisse de grève, ça marche. Parle d'automate de caisse. J'ai l'entreprise là où je vis. Ouais. Formez vos employés au lieu de faire affaire. Bah ouais. Mais en fait, il y a un truc aussi. Comment dire? Je sais pas si c'est français ou si ça se fait aussi dans d'autres pays. Mais quand je cherchais du taf dans le milieu du jeu vidéo, il y a un truc qui était très présent dans les entreprises françaises de il faut comment dire? Oh mon petit chat. Il faut arriver en étant déjà full formé à ce que tu vas faire. Il n'y a pas beaucoup de la culture de te faire former par ta boîte. Et je sais pas pourquoi, mais on n'a pas ce côté de bah vous pouvez former les gens qui sont là en fait. Et ça marche aussi. Et même si tu veux être full capitaliste et leur dire oui, mais même toi ça te fait des réducs, bah c'est un argument qui marche en fait. Mais non, on veut des gens qui sont formés tout de suite et qui viennent d'ailleurs. Et je comprends pas. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être un côté attaché au diplôme et ce genre de trucs. Après, tant mieux pour toi, hein, Nico, si tu fais partie des exceptions, hein, c'est tant mieux. Enfin, je sais pas qui a donné ou quoi, mais si t'as déjà donné, c'est très cool. Très très cool. Merci beaucoup. Mais tant mieux si tu fais partie des exceptions. C'est très bien pour toi que tu en fasses partie. C'est très très bien. Que tu fasses partie des exceptions, que t'aides les camarades et tout, c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Il faut qu'on célèbre aussi, tu vois, les gens qui sont de notre côté et qui arrivent à s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de raison. On devrait souhaiter à ce que tout le monde, tu vois, puisse être... En fait, ce qu'on devrait souhaiter, c'est que le fait que toi, tu t'en sois bien sorti et que t'aies pu te gaver, que ça aurait dû être la norme pour tout le monde. Et que les exceptions, ça aurait dû être les gens qui s'en sont pas sortis. Malheureusement, on voit très bien qu'on est dans le pendant inverse, qu'on est beaucoup à galérer et à s'en sortir. Et voilà. Ah, j'ai compris l'inverse. Ah, tu fais partie des exceptions qui s'en sont pas sorties. Attends, j'ai pas compris parce que t'as dit libéral, on s'est gavé. Hop. Bah, ce que je veux dire, c'est en tout cas si vous vous en sortez. Dans tous les cas, ça marche. Si vous vous en sortez, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'en fait, on s'en sort tous à ce même niveau. Parce que comment dire? Il faut pas qu'on souhaite qu'on soit tous de pauvres. Le but, c'est qu'on arrive tous à mieux s'en sortir. Et donc à péter le capitalisme pour vivre sous un autre modèle qui ne dépend pas, qui ne tourne pas autour d'un truc comme l'argent. Peut-être ce serait pas mal. Après je dis juste ça en tant que personne anti-capitaliste, mais voilà. Ah, t'avais 0 aide du coup. Ça m'étonne pas aussi. Après c'est vrai que j'aurais dû m'en douter, t'as écrit infirmier. Le gouvernement il a pas trop aidé le milieu médical. Donc bon. Et puis c'est pas une profession libérale qui a tendance à quand même être très... lucrative si je puis dire, en tout cas j'ai pas l'impression de mon point de vue, infirmier ou infirmière en libéral, mais courage en tout cas parce qu'en plus ça a pas l'air d'être simple non plus à gérer niveau administratif, déplacement et tout, donc je suppose que t'es mieux qu'à l'hôpital public ou même privé parce que des fois tu peux avoir des trucs j'ai appris d'infirmières qui bossaient dans le privé où j'ai fait oulala, notamment une personne avec qui je faisais du derby et qui m'avait dit eh ben, j'ai appris que dans ma clinique en fait bah, les gynécos ils veulent pas ils sont anti-avortement et j'étais là en mode ambiance, grosse ambiance, et du coup elle était en mode je sais pas ce que je vais faire de cette information, je vais chercher du travail ailleurs très vite, et j'étais en mode ambiance ah, sachant que normalement voilà hein, c'est autorisé en France donc voilà, mais et ben voilà. Mais de toute façon, je sais, hein, enfin,
Moi personnellement, quand j'ai eu à en faire un, j'ai pas été très bien traitée par la personne qui m'a auscultée, ni par l'hôpital globalement, parce que je pense que dans l'équipe médicale, il y a des gens qui sont contre en fait, et juste qui étaient en mode on le fait parce qu'on est obligé par la loi, mais on n'a pas envie de le faire quoi. C'est clairement, ça m'a pas fait ressentir beaucoup de on comprend la situation, c'est compliqué. Et moi j'étais là en mode eh ben, super, super. C'est vrai que je suis pas déjà assez en train de stresser et tout, rajoutez-moi sur la gueule. Et voilà, bah, c'est tout à fait compréhensible. Bah, c'est pour ça que dès qu'elle a appris ça, elle a cherché du travail ailleurs. Je sais pas d'ailleurs si elle a réussi à en trouver, j'espère pour elle. Mais parce que c'est chaud quoi, c'est chaud d'avoir de te retrouver comme ça. Donc que tu sois à l'hôpital public ou privé, tu peux tomber sur des dingueries. Puis alors l'hôpital public il tombe en cacahuète hein. J'ai plein de gens de ma famille qui travaillent en hôpital public, donc je sais à quel point ça part en couille. Et voilà. Et en attendant, le gouvernement il fait quoi? Mais il donne de l'argent aux flics. Super. C'est vrai que les flics ont grave besoin de thunes, n'est-ce pas? Dans le dev web. Mais c'est ça, petite bulle, tout à fait. Les gens demandent à des juniors d'avoir déjà des connaissances de quand t'es mid dans le milieu. Et c'est... Mais il y a beaucoup de secteurs comme ça. Moi, je vois de plus en plus d'offres où tu démarres et faut déjà savoir tout faire. Et t'es là en mode... Mais si je suis au début, c'est que je sais pas tout faire et qu'il faut m'apprendre, quoi. Bonjour. Et puis qu'il y a des choses, bah, tu les apprends que t'es dans le milieu, quoi. Coco chemi, coco choucroute. Et oui, t'as vu le beau chiffre. Et c'est Osef qui fait remarquer que c'est un palindrome. Et vous pouvez continuer ce palindrome. N'hésitez pas si vous pouvez. Et puis, j'ai un petit chat. Attendez, mais je vais mettre la petit chacam. La petit chacam. Voilà, vous voyez le... Hop, alors elle est un peu décalée. On voit mon livre, mais c'est pas grave. Le petit chacam. A noter que le 1er janvier 2019, le salaire minimum en Espagne a augmenté de 22%. Et si c'était le modèle à imiter en Europe? Ah ah. Et ben non. Ouais, c'est un peu le bordel sur le canapé derrière moi. Faites pas gaffe. Mais il y a un petit chat. Il y a ma petite Shiva. Je crois que le petit Zouzou, il est pas là. Non, il est pas là. Il doit être ailleurs. La logique, c'est vu qu'en France, on a très peu d'industrie. La pression compétitive se fait sur les salaires via le chômage de masse pour faire pression sur les salaires à la baisse. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Que du coup la logique, comme on a très peu d'entreprises, on dit il y a beaucoup de chômage, il faut qu'on fasse baisser les salaires parce qu'il faut qu'on embauche des gens. Et... Ouais, je vois. Mais oui, j'ai fait plein de câlins, mon pote chat. Elle est très pot de colle en ce moment, mais c'est qui me fait très plaisir. Les salaires, un problème capital et non pas l'émission. Ce qu'un salarié coûte à une entreprise doit être mis en balance avec ce qu'il lui rapporte, toujours plus, mais aussi au regard d'autres coûts. Il faut par exemple prendre en compte les coûts engendrés par la rotation de la main-d'œuvre. Licencier n'est pas gratuit, même si la réforme Pénicaud du droit du travail en a réduit le prix. Embaucher ou réembaucher non plus. Il faut d'abord dénicher la perle plus ou moins rare, annonce, entretien, etc. Puis la former afin qu'elle devienne opérationnelle. Cela implique du temps et des personnels dédiés dans des services cyniquement qualifiés de ressources humaines. Ce qui a poussé la firme Amazon, peu réputée pour sa fibre sociale, à augmenter drastiquement le salaire horaire de ses employés états-uniens à l'automne 2018, en le passant à 15 $, soit une hausse de 50% dans certains États, mais en rognant aussi sur d'autres avantages, afin de ne pas manquer de main-d'œuvre à l'approche des fêtes. Augmenter les salaires peut s'avérer rentable, car le salaire est un, mais pas le seul, loin de là, facteur important de motivation des travailleuses et travailleurs. Mais c'est pas le seul. Alors, la mise en œuvre d'une réforme est partie prenante. Ah là, il y avait définition de réforme. Changement de caractère profond apporté à une institution ou aux formes de régulation dans un domaine, dans le but affiché d'améliorer son fonctionnement. La mise en scène d'une réforme est partie prenante du travail routinier de légitimation politique. Phrase classique de patron des RH. Ah oui. Ah, si vous avez des problèmes, la porte est grande ouverte, n'est-ce pas?
Et puis quand tu vas voir la porte, on te dit mais oui, mais non, mais je pense que vous exagérez. Je pense que c'est pas vraiment comme ça. Vous avez peut-être vos règles en ce moment. Pardon, horrible. Pas du tout des phrases réelles entendues. Non. Non. L'idée que la hausse des salaires aurait des vertus économiques était très partagée dans la France des années 1960-1970. Le chômage était bas, la croissance forte. Le mouvement ouvrier à l'offensive obtenait des augmentations de pouvoir d'achat pour les salariés dans un contexte d'extension des conquêtes sociales. Depuis les années 1980, les rapports de force ont changé. Le taux de syndicalisation s'est affaissé. Les grèves victorieuses sont devenues plus rares. Le chômage de masse a pesé sur le partage de la richesse dans les entreprises. Les employeurs étaient ainsi en meilleure position pour négocier à la baisse les salaires. Sur la période, la part de la valeur ajoutée, VA, allant aux salariés a chuté. Alors, valeur ajoutée, richesse nouvelle produite par l'entreprise ou l'administration lors du processus de production. Dans les entreprises, la VA est répartie sous forme de revenus distribués aux salariés, aux apporteurs de capitaux et à l'État. Oui, mais maintenant, c'est les apporteurs de capitaux, donc les actionnaires, qui se font le plus de thunes. Sauf si je dis bêtises, mais en tout cas, je le vois comme ça. Hein. N'est-ce pas Dans toutes les boîtes que j'ai fait, toutes les collègues qui ont été augmentés, c'est quand ils ont menacé de se barrer parce qu'ils avaient trouvé mieux. Mais oui, mais souvent en fait quand tu arrives à obtenir une promotion, une augmentation de salaire, c'est parce que tu as la menace de j'ai trouvé mieux ailleurs et je me casse quoi. Mais voilà, mais encore faut-il trouver mieux ailleurs. Et ça c'est compliqué, des fois. Ou alors, tu peux mitonner, mais ça c'est compliqué aussi. Au tout début des années 1980, elle atteignait le pic des 3/4 de la valeur ajoutée dans les sociétés non financières. Depuis le début des années 1990, cette part oscille autour des 2/3, malgré une forte augmentation des salaires des dirigeants des grandes entreprises. Symétriquement, la part de la richesse créée allant au profit, notamment aux actionnaires, a flambé. La part des dividendes qui tournait autour de 3 à 4% de la valeur ajoutée au début des années 1980 a bondi de 10% aujourd'hui. Ce sont des dizaines de milliards d'euros qui, chaque année, ont été pris à ceux qui travaillent pour les transférer vers ceux qui possèdent le capital. Le coût du travail diminue, mais le coût du capital est au plus haut. Évidemment! Je suis une victime, alors je reste au même salaire tout le temps. Ouais, bah après, si tu te barres et que ça te convient mieux pour ta santé, faut aussi. Hein. Enfin, genre, si tu peux te le permettre, bien sûr. Pas te mettre dans une situation instable, ça peut être compliqué. Pas faire comme moi, ne pas vous mettre dans le caca. C'est pas très bien. Oh, elle part! Non! Bon, bah vous avez pu profiter un peu du chat et elle a fini par dire bisous, je m'envole. Ah, c'est Shiva, quoi. Et ça, le Michou. J'aime beaucoup ce nom, c'est très mignon. Sache que j'ai tendance à appeler beaucoup les mobs de jeu Michel quand je les combats. Donc je trouve ça très drôle d'avoir quelqu'un qui s'appelle Michou. Ça me donne envie de les appeler Michou. Mais en même temps, ils sont pas tous très sympas. Donc. Voilà. Il y avait un truc très drôle qui se passait sur FF14 d'ailleurs. Bon alors c'est une blague qui va parler qu'à certaines personnes. Mais il y avait un truc très drôle qui se passait sur FF14. C'est que moi j'avais tendance à appeler tous les ennemis des Michel. Et j'ai... une personne avec laquelle je faisais des raids qui appelait tous les ennemis des Jackie et du coup ça faisait Jackie Michel et c'était extrêmement drôle. Quand on m'a appris ce que c'était, j'ai compris la blague parce que quand on m'a dit ça fait Jackie Michel, je fais c'est quoi? Et après on m'a expliqué, j'ai fait ah lol, drôle, humour. Voilà. Anecdote nulle à chier. Morale de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure de ce qu'on a lu jusque-là, donc la dernière fois et aujourd'hui? Dire que le travail coûte trop cher en France et crée du chômage relève d'une approche idéologique libérale. En réalité, le travail n'est pas plus cher en France que dans d'autres pays de développement comparables. Baisser les salaires, ce n'est pas créer de l'emploi, c'est défaire la protection sociale et créer du chômage. Car les salaires permettent aux ménages d'acheter la production des entreprises et donc de soutenir l'emploi. Le problème doit être renversé. C'est le chômage de masse qui crée un rapport de force favorable aux entreprises. Il leur permet de négocier à la baisse les salaires et d'accroître ainsi leurs profits, notamment ceux qui sont distribués aux propriétaires du capital, les actionnaires.
C'est pourquoi il faudrait reformuler la question initiale. Le capital coûte-t-il trop cher en France? Et non pas le travail. Bon, je suis plus là pour lire des sciences sociales que pour aller voir des chaînes YouTube, Michou. Et on n'est pas trop là non plus pour avoir de la pub d'autres personnes, donc c'est très gentil, mais prière de ne pas faire ta pub sur ce stream, s'il te plaît. Aussi, dans la majorité des boîtes que j'ai fait, les gens ne restent pas. Il n'y en a pas beaucoup qui restent. Oh, mais ça, choucroute, mais il y a plein de milieux qui se plaignent de ne pas pouvoir embaucher et qui se posent pas de questions sur la bassesse des salaires, le temps de travail et les contraintes liées aux emplois demandés. Je me souviens de... Il y avait eu comme ça qui avait été diffusé sur les réseaux. C'était dans un resto. Le patron qui mettait un truc comme quoi il en avait ras le cul. Que les gens postulent pas à ses offres alors que c'est une très bonne boîte, mais que oui, les jeunes ils veulent plus faire d'efforts, ils veulent plus bosser 40 heures semaine, finir à 23 heures et que c'est inadmissible, que ça se passe comme ça et qu'il faut se bouger le cul si on veut bosser dans ce genre de milieu. Et j'étais vraiment genre en mode ah ouais Jean-Michel, t'as pas tout compris, c'est quoi le problème je crois. Et j'étais vraiment là en mode Et bon, en plus, restauration, souvent, ça paye pas des masses. Pas des masses, hein, si vous bossez dans le petit resto du coin. C'est pas Paul Bocuse, quoi. Ça paye de ouf. C'est les boulots d'ouvriers. Oui, il y en a beaucoup qui sont très débrouillards et qui préfèrent se démerder à faire du black. Bah oui. Voilà, à toucher 300 balles de moins au chômage, mais au moins ils se pas. Mais c'est ça, choucroute, c'est exactement ça. Bah parce que outre voilà l'aspect salaire, t'as aussi, comme on le disait, tout l'aspect physique et mental du taf qui est à prendre en compte et qui joue beaucoup aussi sur la santé globale des personnes, quoi. Donc voilà, c'est clair que des fois tu te fais plus à bosser au black. Carrément. Clairement. Et du coup, à la fin du chapitre, il y a des conseils aussi, donc à lire. Robert Castel, l'insécurité sociale, qu'est-ce qu'être protégé? Bernard Friot, l'enjeu du salaire. Michel Husson, créer des emplois en baissant les salaires, point d'interrogation, une histoire de chiffres. Et il y a à voir Ken Loach, It's a Free World, plongé au milieu des agences d'intérim où l'on brade le travail mal payé de salariés vulnérables. Et Cleveland contre Wall Street de Jean-Stéphane Bron reconstitue le procès qui aurait dû avoir lieu contre les banquiers qui ont ruiné de nombreux ménages américains lors de la crise des subprimes. Ok, c'est sympa ces petites conclusions de fin par contre avec des... Oh putain, t'as déjà les disques lombaires qui sont ruinés? Ouais, ça m'étonne pas. Mais... ça m'étonne pas. Ben courage à toi, hein. J'espère que t'en souffres pas trop et que t'as accès à des choses qui peuvent te soulager par rapport à ce que ça t'a fait parce que c'est niqué quoi. Comment dire ça mieux que ça fait chier. Voilà, ça fait chier pour toi, clairement. Une des réformes les plus dangereuses, c'est celle qui vise à mettre fin à l'argent liquide. Normalement, on va envoyer un ballon d'essai il y a pas longtemps. Oui. Bah, ils suppriment déjà certains types de billets. Bon après, voilà, hein, des billets de 500 balles, qui en avait? Pas grand monde, je pense. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu de ma life. Le plus gros billet que j'ai vu, c'est quand j'ai bossé, justement, et que quelqu'un m'a payé avec un billet de genre... 100, je crois. Et j'ai fait genre, oh waouh 100 €. Mais c'est beaucoup. Et j'ai vraiment balisé sur ce billet de 100 sous mes yeux. J'étais en mode... Oh. Le plus gros billet que j'ai jamais eu dans mon portefeuille, c'était un billet de 50. Incroyable. Pour payer ma psy. Incroyable. Oh, trop bête. Ah, c'est bien l'honnêteté aussi. Je pense que malheureusement, c'est tellement comment dire, habitué à devoir magouiller qu'on value plus assez l'honnêteté, alors que l'honnêteté devrait être une valeur très présente et qu'on se met en compte. Mais après, on vit dans un monde où malheureusement, les gens qui décident ne sont pas honnêtes avec nous. Donc c'est aussi dur de leur répondre par cette même honnêteté. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, je suis triste qu'on puisse plus accorder de la belle valeur à l'honnêteté, alors que merde, pour moi en tout cas, je suis en mode, il y a qu'en étant honnête et franc avec les autres qu'on peut avancer ensemble. Et c'est dommage que ça ait pas trop de valeur. C'est à quelle couleur cette billet? Alors le billet de 100, je crois qu'il est vert, si je me souviens bien.
Tu sais, genre, comme j'en ai vu passer qu'un, j'étais vraiment en mode, oh, ouais. Et plus, je sais pas quelle couleur ils ont. Je crois que 500, ils étaient roses, non? Un truc comme ça. Rose. Alors. Ah bah tiens. Faisons trop social l'État. Il y a les dépenses publiques trop ou pas assez. Je pense que c'est pas mal ça. Allons-y. Allons-y, page 221. Let's go, ça m'intéresse. Bim bam boum. Donc on entre dans une nouvelle partie. Les dépenses publiques trop ou pas assez par Philippe Boursier, professeur de sciences économiques et sociales, et Jean-Marie Haribey, économiste, Université de Bordeaux. On parlait en francs ou en euros? En euros, non? Ah, c'est marron orange sans? Ah bah voilà, je me souviens déjà plus. Non, les francs, je me souviens plus quelle tronche ils avaient, honnêtement. J'étais trop jeune quand on est passé du franc à l'euro. Du coup, je me rappelle encore que j'avais payé genre des trucs à la boulangerie en francs, mais c'était plus des pièces quoi. J'avais pas beaucoup de papièces. Ah, attendez, je reviens. Hop là, pardon, il y a la nourriture de mes chats qui vient d'arriver. J'avais oublié de filer mon téléphone à l'autre personne de la maison pour pas que ce soit moi qui ai l'appel du livreur. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais les chachas vont avoir à manger. Ça, c'est bien ça. Et salut Solaris. 500, c'était violet. Ah, ça avait servi pour l'illégal. Oh, I see. Beaucoup d'argent dans peu de place. Ok. Ah, c'est couleur or, les... Bleu, les 500 francs. Oh, joli. Joli, joli. L'écurie sur les 500 francs en violet. Je sais rien faire, j'ai fait des études. Ouais, moi aussi, j'ai fait des études. Du coup, je sers à rien. Bon, regardez, je lis des sciences sociales sur Twitch en n'y connaissant rien. Ça valait le coup de faire des études, hein. Aïe et fines herbes. Oh. Oui. Bonjour. Oui, à ce pseudo. Alors, oulala. La preuve par 5 que la France est bien championne des dépenses sociales. Titre du Figaro, 23 janvier 2019. La France championne de la dépense publique. Titre des Échos, 13 juillet 2017. La France championne des dépenses publiques. Titre La Croix, 24 avril 2017. La France est encore championne du monde des dépenses sociales publiques. Titre Challenge, 23 janvier 2017. Les dépenses publiques seraient trop élevées en France, puisque selon les données officielles en 2018, elles représenteraient 56,5% du produit intérieur brut, le PIB, et nous placeraient au premier rang des pays membres de l'OCDE. Elles handicaperaient ainsi l'économie privée, la seule à être considérée comme productive par les économistes libéraux. Toutefois, chaque point de cette affirmation, martelé comme une évidence, pose problème. Les dépenses publiques. Mais de quoi parle-t-on? Plus élevées en France qu'ailleurs. Ces comparaisons internationales sont-elles fondées? Les dépenses publiques parasitent l'économie privée. Ou au contraire contribuent-elles à une création de valeur? À qui profiterait la baisse des dépenses publiques? Championne, mais c'est ça. Surtout championne de la propagande de la bourgeoisie, là. Ah bah clairement. Ouais, il y a l'Angleterre aussi. Je pense qu'on est pas mal là. Pareil, Solaris. J'ai une licence en art du spectacle. Et bah voilà. Je fais le spectacle sur Twitch. J'ai une licence d'art du spectacle et lettres modernes. Ça m'a jamais aidé à trouver un taf. L'État réduit les inégalités grâce aux dépenses publiques. Elisabeth ouvre le Figaro. Elisabeth est donc de droite. À la terrasse d'une brasserie de la rue Drouot.
Elle parcourt les principaux titres, s'arrête sur l'un d'eux. Pourquoi la France est toujours la championne des dépenses publiques et risque de le rester? Selon le quotidien, c'est exactement ça le problème de la France aujourd'hui. L'État dépense trop, beaucoup trop, et nous prend trop, à nous, contribuables. Qui donne à l'État prête à rire, dit souvent sa compagne, qui dirige une agence immobilière. À 54 ans, Elisabeth a l'impression de payer l'État tout le temps. Oh là là, pauvre Elisabeth. J'en ai rien à foutre. Pardon. Des impôts sur les bénéfices de sa boîte de communication. Les charges sociales sur ses salariés. Des impôts sur le revenu. Des taxes foncières sur son appartement parisien et sur sa résidence secondaire en Ardèche. Ah oui, j'en ai vraiment rien à foutre d'Elisabeth. Et toutes les taxes sur ses achats. Elisabeth pense qu'elle n'en peut plus, que la France n'en peut plus. Même si elle oublie que son couple perçoit 8 250 € par mois. Elisabeth vit dans son monde. Elle ne connaît aucun ouvrier. Aucun petit employé, aucun chômeur, aucun étudiant pauvre, aucun retraité qui peine à boucler son mois. Mais elle croit dur comme fer ce que la presse économique ne cesse de répéter. L'État gaspille, l'État flambe, l'État paye des armées de fonctionnaires à ne rien faire. L'État assiste les assistés, l'État ponctionne ceux qui créent les richesses. Oui, l'État l'étrangle. Il faut remettre la France en marche et réduire au plus vite la dépense publique qui l'entrave, pense Elisabeth. Vraiment? En diminuant les dépenses publiques, serions-nous tous gagnantes? Certes, il y aurait quelques gagnants-gagnantes, les plus riches, mais au détriment d'une lourde majorité de perdants-perdantes, les autres. Sauf les plus hauts revenus, en effet, beaucoup seraient perdants-perdantes car les dépenses publiques participent à la redistribution des richesses et réduisent les inégalités. Comment l'État social rend-il les pauvres moins pauvres et les riches un peu moins riches? Ah là là! C'est peut-être Elisabeth Borne, ouais. Je sais pas, après Elisabeth elle est lesbienne. Est-ce que Elisabeth Borne elle est lesbienne? Je sais pas. Parce que ça parlait de sa compagne. Donc voilà. Elisabeth est bourgeoise, ne pense qu'à sa gueule. Mais elle est lesbienne. Mais bon, là c'est pas bravo les lesbiennes quand même. C'est bravo les lesbiennes de gauche. Hein. Mais si vous êtes lesbienne de droite, est-ce que vous êtes vraiment lesbienne? Non, je déconne, je ne gatekeep pas le lesbianisme. Vous avez le droit d'être lesbienne de droite. C'est triste, mais vous avez le droit. Elle est peut-être bi, tout à fait. Elle est peut-être bi. Ouais, on sait pas. Elle peut être mariée à un homme et être bi, c'est vrai. Ouais, la TBA sur la bière, elle est... 5% trop dur, j'avoue. 8650. Ah là, Elisabeth, j'espère que tu ne nous écoutes pas, Elisabeth, de ce livre, parce que tu te fais défoncer. Mais je ne m'excuserai pas, hein, tu mérites un peu. Tu gagnes 8250 balles par mois, et t'oses dire, oh là là, on me taxe beaucoup trop, peut-être j'aimerais bien gagner 8250 balles par mois. Enfin, même pas, tu me donnes 2250, c'est bon, je vis largement, large, même juste 2000. Même 1500, en vrai, même 1500, ce serait déjà énorme. Mais bon, je sais, non, Elisabeth. Voilà. Mais non, mais c'est ça le quotidien de droite, bah c'est le Figaro. Hein. Rends l'argent. J'avoue. Les lesbos de droite qui c'est quoi des de gauche, c'est vraiment une socio très précise. Ah là là. Est-ce que les sociologues vont s'intéresser à des niches sociologiques aussi? Ce serait intéressant. Oh, merci le coin du masque, merci beaucoup pour le raid, bienvenue à vous. Vous êtes sur le piquet du stream. Ici, nous récoltons des gonds, bien sûr. Nous récoltons des dons pour la caisse de grève, pour compenser la perte de salaire des grévistes. Donc, si toi aussi tu fais grève, si toi aussi t'as un petit peu de thunes à dépenser, n'hésite pas à donner à la caisse de grève. Ça va à tous nos camarades qui sont en train de faire grève et qui, malheureusement, ne sont pas payés pour leur jour de grève. Donc, pour compenser un petit peu leurs pertes, on essaye de récolter de la thune. Voilà, et si vous n'avez pas d'argent, partagez autour de vous, restez, posez-vous tranquillou. On est en train de lire du manuel indocile de sciences sociales pour des savoirs résistants avec une personne qui n'y connaît rien en sciences sociales. Et on est actuellement en train de s'énerver contre Elisabeth qui gagne 8250 balles par mois et qui est en mode « Oh là là, mais l'État me taxe beaucoup trop !»
excusez-moi, comment je fais pour payer ma résidence secondaire en Ardèche en... C'est marrant parce qu'Elisabeth n'existe pas, mais elle m'énerve quand même. Donnez 10 ou 71 ou 101 SVP. Oui, il faut pas casser le palindrome actuel. J'ai la guillotine qui me démange, faut que je me gratte. Pas de soucis. Non mais de toute façon, alors, ne donnez que si vous le pouvez. Ne vous mettez pas dans le caca pour donner. Donnez si vous le pouvez, sinon il y a d'autres moyens d'action. Vous pouvez faire grève, vous pouvez aller en manif, vous pouvez organiser les manifs même en n'y allant pas si vous n'êtes pas en capacité d'aller en manif. Vous pouvez partager le piquet, vous pouvez vous investir dans le piquet bénévolement en faisant de la modération, en aidant les équipes d'organisation. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire autre que donner de la thune et qui aident aussi l'effort collectif. On met la caisse de grève en avant parce qu'on aide les camarades qui malheureusement perdent leur argent. Mais il y a plein de manières d'aider différentes. Donc voilà, il y a zéro problème à ne pas donner. Faites aussi pour pas vous mettre dans la merde. Parce que le but, c'est pas qu'on aide des personnes à être moins dans la merde, mais qu'on mette des personnes dans la merde à cause de ça. Surtout, il faut pas. Hein. T'as pas honte, la pauvre... Ah bah, la... Pauvre Elisabeth. Oh là là. Triste, triste, triste. Pardon. Du coup, État social ou État-providence, il y a une définition. Ensemble des interventions de l'État visant prioritairement à garantir des droits sociaux. L'État social repose sur la protection sociale, les services publics, le droit du travail et les politiques économiques de soutien à l'activité et à l'emploi. Alors du coup, d'abord, donc comment l'État social rend-il les pauvres moins pauvres et les riches un peu moins riches? D'abord, en prélevant une partie des revenus des plus aisés, afin de les redistribuer au plus grand nombre, avec des prestations sociales et des services publics gratuits. Vous savez, le truc que veut détruire Macron, lesquels sont financés par la dépense publique. Et oui. Oh, trop bien! Mais c'est trop bien. Alors, j'ai une grande... comment dire, je trouve ça absolument incroyable, les personnes qui font des choses elles-mêmes. Donc, toutes les personnes qui ont des formations genre en forgerie, en chaudronnerie, en... comment ça s'appelle, en tout ce qui va être des savoir-faire comme ça qui sont plus temps présents. Je trouve ça tellement chouette. Mais il y a des gens qui streament des trucs de forgeron sur Twitch et je trouve ça passionnant. À chaque fois je suis en mode oh mon dieu mais c'est incroyable. Genre oh my god. Bonjour Ferronnerie. Mais c'est vrai en fait ces trucs là c'est devenu des trucs qui sont pas mis en avant et mis en valeur alors que je trouve que c'est tellement des belles choses à savoir faire. C'est incroyable. La ferronnerie, les gens qui font aussi des vitraux, de la sculpture sur pierre, de la charpenterie, de l'ébénisterie, enfin, oh là là, il y a tellement de trucs comme ça qui sont pas mis en avant et que moi je trouve absolument incroyable. Voilà, soyez fiers de vous, en vrai, très fiers de vous, c'est tellement beau, mais c'est tellement rare. Voilà, moi je suis all-in pour désarmer armure, pour aller péter le gouvernement, y a pas de souci. Ferronnerie, coutellerie, chaudronnerie. Sous la famille Forge. Oh! Donc tout ça est sous la famille Forge. Eh ben tu vois, je savais pas. Tu m'apprends un truc aujourd'hui. Que la ferronnerie, la coutellerie, la chaudronnerie et la serrurerie, c'est regroupé sous les forges. Tourneur-fraiseur. Ah, je connais pas. Attends, c'est quoi tourneur-fraiseur? Maintenant, j'ai envie de chercher. Tourneur-fraiseur. Parce que moi, je connais Brandon Fraser, mais c'est pas la même chose. Pardon. Je suis très fière de ma blague. Mais bon, il faut un peu de temps en temps se faire du bien. Alors... Balibalou. Je suis un caca, moi. Alors, le tourneur-fraiseur ou la tourneuse-fraiseuse... Fraiseuse, pardon, façonne sur une tourneuse-fraiseuse des pièces parfaitement lisses à des dimensions exactes correspondant à la commande. Il peut travailler pour l'aéronautique, le spécial, l'automobile, le ferroviaire, la métallurgie, l'alimentaire, le médical. Ouais, mais c'est quoi une tourneuse-fraiseuse? C'est un truc qui tourne? Je pense. Parce que pour moi, le seul truc que je connais qui s'appelle la fraise, ça tourne et ça se met dans ma bouche et après je fais ah. Vous l'avez? On fait tourner des fraises sur un plateau, tout à fait. C'est tu vas après la récolte des fraises, tu les mets sur un plateau et tu les fais tourner très vite là. Pour montrer aux gens en mode regardez, elles sont belles mes fraises. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent un peu du sud, mais je sais pas, les fraises, le sud. Le sud. Ah ouais, mais ça a l'air minutieux comme truc et tout. Waouh. Mais en vrai, on value pas assez les savoir-faire comme ça, mais
Moi, je sais que je pourrais pas... Enfin, genre, j'arriverai pas à bosser en usine parce que je suis pas douée de mes mains. Genre, déjà, je vais me mettre au dessin et je suis en mode, est-ce que je vais être une grosse merde? Mais en vrai, ça fait très longtemps que je veux le faire et je pense que j'y arriverai. Mais alors, tous des travails de minutie et tout, peinture, machin, qui sont faits en usine, moi, je suis toujours en mode, mais c'est... Je trouve ça incroyable, en fait. J'arriverai absolument pas à faire ça. Et je trouve ça beau qu'il y ait des gens qui arrivent, quoi. Même si c'est des métiers qui sont pas mis en avant, qui sont complètement exploités et tout. Alors que, lol, sans ça, il y a plein de trucs qui tournent pas. C'est une perceuse large. Oh. Ah oui, ok. Fraiseuse verticale. Oh. Les robots calibrés par l'ouvrier fait staff, comme dans le film récent. Où les salariés reprennent un film récent. Quel film récent? J'ai reprennent en boîte avec un beau. C'est juste de l'apprentissage et de la pratique. Oui, j'imagine. Après, c'est que j'ai... comment dire, quand je suis fatiguée notamment, et ça c'est beaucoup arrivé au taf récemment, j'ai de la dyspraxie qui arrive en plus d'autres problèmes, et du coup c'est pas très pratique pour des travaux manuels. Je l'ai bien appris au taf parce que quand j'étais en grosse privation de sommeil, mon corps était vraiment en dyspraxie to the max et je faisais tout tomber tout le temps, j'arrivais plus à faire les trucs dans l'ordre et vraiment, il y avait des distances complètes entre ce que faisait mon corps et ce que pensait mon cerveau. C'était absolument pas pratique. Je déconseille. Mais bon, on fait avec. Voilà. Let's try on usine. Oh, c'est de l'entraînement, monsieur. Eh ben écoute, j'y crois. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et oui, et oui. Non, mais j'ai appris. C'est pour ça que je vous dis, je fais la paix avec. Avec les trucs que je peux faire et que je peux pas faire. Et ça, malheureusement, j'ai fait la paix et du coup, je regarde les autres faire et je suis en mode oh, c'est trop bien, c'est trop beau. Moi, si vous voulez, je peux vous apporter du café. Vous donner des temps de pause. Je peux organiser des tableurs. Je peux vous faire un excellent Notion qui va tout organiser parce que par contre, j'adore organiser des trucs, mais par contre, pour faire moi-même. Merci Alfred. Mais c'est très chiant, hein. C'est vraiment très chiant quand même. Mais on finit par s'y habituer, mais c'est vrai que c'est un peu... Des fois c'est lourd. J'avoue que cette semaine-là, où j'étais en grosse fatigue et où du coup j'arrivais à rien, j'étais vraiment en mode... ne pas devenir Madatmi, ne pas devenir Madatmi. Ah, trop bien. Oui, bosser en étant fatigué, c'est une idée de merde. Oui. Mais c'est chouette, c'est chouette. Non mais en vrai, oui, je crois bien qu'il y a plein de métiers qui sont à la portée de tous. C'est plus... en fait, quand je dis je trouve ça admirable parce que moi j'arriverai pas à le faire, c'est que je pense plus... comment dire? Moi j'arriverai pas parce que à moins que ça devienne un intérêt spécifique, genre que je me prenne de passion pour des outillages, j'y arriverai pas quoi. Parce que la plupart des trucs que j'arrive à faire, c'est parce que c'est devenu un intérêt spécifique. Genre notamment Twitch, Twitch c'est vachement devenu un intérêt spécifique, j'ai acquis plein de connaissances sur comment fonctionne la plateforme, sur comment fonctionne OBS, comment on fait pour streamer et tout. Et c'est pour ça en fait que je le fais beaucoup et que c'est un endroit où je peux faire des trucs. Mais et c'est plus un truc de moi je suis dépendant de ça pour arriver à faire des trucs et c'est très chiant. Parce que je m'aperçois hein, dès que j'ai essayé de faire un truc qui n'était pas dans un intérêt spécifique, j'ai fini par faire un burn-out parce que mon cerveau il est en mode hey, en fait tu n'existes plus maintenant, lol lol lol. Tu as du fun ou pas? Est-ce que ça va la dépression? Ouais. Et non, je déconseille fortement. Mais en vrai je pense que oui c'est des choses accessibles à tous. Mais en fait comme beaucoup de choses on a beaucoup de mythes de il y a des trucs pas accessibles qu'on peut pas savoir faire alors que c'est beaucoup de la pratique. C'est pour ça que là j'essaye de combattre la peur par rapport au dessin parce que je sais que le dessin c'est beaucoup de la pratique. C'est pour ça que je parlais du fait que moi je ne crois pas en le talent parce que pour moi tout se fait par pratique et par apprentissage et du coup il y a pas tu peux avoir plus de facilité entre guillemets innée mais le talent n'existe pas, c'est un mythe. C'est un mythe. Bah ouais c'est ça Nico, tout à fait et moi et moi ça marche pas. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect beaucoup de respect en fait pour plein de métiers qui ne sont pas valorisés alors que
ils sont importants, essentiels et qui sont difficiles à faire. Et dont beaucoup de gens sous-estiment la difficulté à faire. Voilà. Oui, c'est pas une question de capacité. Bah après, c'est pas une question d'envie non plus en fait. Enfin, comment je peux dire? Mon cerveau fonctionne sur un principe de si j'accorde pas assez de... Voilà, en fait, sur le spectre de l'autisme, j'ai un stade très avancé de besoin de consacrer du temps à mes intérêts spécifiques, qui sont pas très restreints, mais qui par contre ont une extrême importance dans ma vie. Et en fait, un travail, un temps plein qui n'est pas lié à un de ces intérêts spécifiques, et ben j'apprends que je ne suis pas capable de le faire. Parce que j'ai essayé à plein de reprises et que à chaque fois je finis dans un état psychologique complètement non. Et que maintenant, ça m'arrivait tellement de fois que j'arrive à sentir quand l'état est en train de se détériorer. Mais voilà. Et ouais, je sais pas comment dire, mais c'est pas juste une question d'envie en fait, c'est plus viscéral que ça. Il y a un truc vraiment, vraiment profond qui touche à mon identité et qui me tue à petit feu en fait. Je sais pas comment dire ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens à chaque fois quoi. Donc c'est chaud. L'expérience elle forge par la pratique, c'est ça. Gros mythe ultime comme dans Yu-Gi-Oh! Crois en l'âme des cartes. Non, bah c'est ça, Yafinzarb, c'est exactement ça en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je n'avais pas le choix, voilà. T'as appris à t'oublier quand tu bosses? Eh ben non. Sinon je lâche tout. Ah ouais, moi je peux pas en fait. C'est en fait, mais je pense que c'est aussi lié. Attention, ça va être un peu content warning ce que je vais dire. C'est pas très gay. Je pense que c'est aussi lié. Donc je vais parler de harcèlement et de dépression. Mais je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait que j'ai appris qu'il y a 1 an que j'étais autiste après beaucoup de recherches. Et en fait, j'ai été harcelée scolairement tout le long de ma scolarité. C'est à partir du moment où je suis rentrée dans une école jusqu'à ce que j'en sois sortie à mes 18 ans. Et ça a été un peu différent à l'université, mais dans un certain sens, en fait, je me suis fait manipuler à l'université. Et j'ai été complètement utilisée par des gens. Et du coup, ça s'apparente à une autre forme de bullying qui était moins in my face et voilà. Mais du coup, j'ai toujours vécu avec des gens qui m'ont dit n'existe pas, t'es une grosse merde. Voilà, disparais parce que ton existence nous fait chier. Concrètement, c'était ça que les gens me disaient. Tous les jours pendant 15 ans, à peu près. Donc c'est un peu chaud. Et du coup, j'ai un sens de ma propre existence qui est très fluctuant. Très... comment dire, c'est presque de la fumée qu'il faut essayer d'attraper. Et du coup... ah oui, non, mais c'est parti très loin. Hein. C'est que moi, à 6 ans, je me prenais dans la gueule que mon existence gâchait la vie des autres enfants. Donc j'étais vraiment là en mode... Ambiance, super. Maintenant, avec le recul, j'ai fait là... J'ai accepté que tout ça m'est arrivé et que ça a fait des dommages psychologiques qui sont présents et il faut faire avec. Et c'est pour ça que j'ai été en dépression quand j'étais enfant, des dépressions qui m'ont amené à faire les choses que vous imaginez bien, qu'on essaye de faire quand on est en dépression profonde. Et en fait, j'en suis arrivée à un stade où je refuse de m'oublier et je ne peux plus accepter de m'oublier parce que sinon, vu que mon existence, j'ai déjà du mal à la toucher. Aussi parce que j'ai masqué pendant tellement longtemps tous mes traits autistiques. Écoutez la symphonie. J'écoutais beaucoup ça quand j'étais au collège. C'était très bien la symphonie. Je peux la mettre si vous voulez en vrai. Je sais même pas si elle est sur mon truc. Mais voilà, du coup j'ai un sens de ma propre existence qui est presque plus là. Et comme je suis en train aussi d'apprendre à retirer le masque neurotypique que j'ai mis sur la tronche pour être la personne que je suis authentiquement. Et apprendre en fait qui je suis exactement parce que voilà quand tu t'as essayé de te fondre dans la masse, que tout le monde t'a dit grosse merde n'existe pas et que maintenant t'es en mode en fait niquez-vous, j'ai envie d'exister, j'arrive plus à avoir ce truc de je vais m'oublier pour un taf parce que en fait je me suis déjà oubliée. Pour moi concrètement je me suis oubliée depuis que j'ai commencé à naître. Voilà, parce que même au sein de ma propre famille, j'ai toujours voulu ne jamais faire de vagues et j'ai toujours masqué ce que je voulais moi et
et la personne que j'étais en fait. Et du coup j'arrive plus à faire ça parce que j'ai atteint un point où si je continue à faire ça, je vais vraiment basculer. Et disons que j'ai déjà eu à cause des burn-out plein de points de bascule et que je suis là en mode faut que j'arrête parce que il y a un moment ça risque d'arriver pour de vrai. Et du coup j'ai réussi. Voilà. Mais maintenant je fais du travail psy et tout et on s'en sort quoi. Mais c'est juste j'ai la chance d'avoir rencontré des gens il y a 3 ans qui m'ont fait me rendre compte de plein de choses sur ma vie, qui sont les premiers amis que je me fais et qui m'ont aidé à accepter d'être aidé et d'aller voir des psys et de faire du travail sur tout ça. Mais c'est compliqué. Et en fait, j'admire beaucoup du coup les personnes qui ont assez de force pour faire ça et tout. Parce que moi j'ai l'impression que cette force on me l'a pris dès que j'ai été enfant. Parce que bah, le système quoi, le monde il est fait pour les neurotypiques. T'es neuroatypique, tu te fais péter par le monde. Et du coup t'essayes de te faire genre oui bien sûr, je suis complètement neurotypique, bien sûr. Et tout le monde voit que t'es pas neurotypique, mais toi tu le sais pas. Toi t'es là en mode comment ça je suis pas neurotypique? Attendez mais moi je croyais depuis le début. Ah mais c'est pour ça que... Ah ok, alright, d'accord. Du coup bon, j'ai beaucoup d'admiration pour cette force que plein de gens arrivent à déployer, à arriver à faire tout ça parce que bah moi maintenant j'ai accepté que j'en étais plus capable, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps aussi d'accepter de dire stop à tout ça, mais du coup de dire stop à ma capacité à faire ça. Mais du coup j'ai beaucoup d'admiration pour vous et voilà quoi. Genre... Et ouais moi aussi Solaris, mais voilà. C'est ça Osef. Comment ça tout le monde me trouve bizarre? Mais c'est bizarre hein. Moi c'est vous qui êtes bizarre. Voilà. Pardon c'était un peu le moment story of my life, mais voilà c'est genre... En vrai, c'est compliqué quand tu apprends très tard que t'es pas valide alors que tu pensais être valide, que t'es pas neurotypique alors que tu pensais être neurotypique, quoi. Et du coup d'accepter aussi. Parce que moi, il y a un truc de ça aussi, c'est que des fois, je m'en veux d'être autiste alors que c'est pas ma faute, quoi. Genre... Excusez-moi, je suis née avec un trouble neurodéveloppemental, bon... Je peux pas m'excuser de ça, en fait, je suis née comme ça, c'est tout. Ça sert à rien. Mais voilà, mais courage à tous les adelphes d'ailleurs qui ont un handicap et qui font avec et qui acceptent leur capacité et leur non-capacité parce que c'est difficile et que le monde ne nous rend pas la tâche facile non plus pour accepter tout ça parce que le système validiste, ben forcément il est en mode oh bah oui mais tout le monde ne peut faire tout bien sûr. Eh ben non. Bande de grosses merdes là, le système validiste. Bon bref, on n'a pas... Ah mais pareil easy. Mais moi il y a plein de trucs que je pense que j'accepterai pas tant que j'ai pas un truc officiel. Mais oui pareil, des fois je me dis non mais je suis une feignasse pour ça là. Mais pas du tout, pas du tout. Vous n'êtes pas des feignasses, vous êtes des très belles personnes. Déjà vous êtes ici, vous aidez la caisse de grève, vous êtes des très belles personnes. Voilà, vous êtes des très belles personnes et vous méritez mieux que ce système veut nous foutre sur la gueule. Vous méritez mieux que ce gouvernement de merde qui veut continuer à vous exploiter, à nous exploiter, parce qu'il n'y a pas que vous, on se fait tous entuber dans cette histoire. Voilà, on mérite mieux et c'est bien qu'on ait des actions collectives et qu'on fasse selon nos capacités pour se battre pour du mieux. Et j'ai bon espoir qu'on arrivera à du mieux pour tous et qu'on arrivera à casser ce système patriarcal capitaliste qui nous baigne dans un truc hétéronormé, cisgenré de ouf et validiste de ouf et raciste de ouf et que tout ça là, cette merde, il faut qu'on s'en débarrasse pour que tout le monde puisse vivre mieux. Parce que c'est le jour où on aura démonté tout ça qu'on pourra faire avec les vraies capacités de chacune et qu'on pourra se voir en tant qu'être humain avec nos particularités et être fier de ces particularités qu'on a. Parce que Nick, voilà. Nick, l'Odéon, bien sûr. C'était une blague gratuite. Bref, on a lu un petit peu du manuel de sciences sociales, on a beaucoup digressé. Voilà, vous avez le droit d'écrire graisser dans le chat, j'ai l'habitude. Je vais laisser Solaris prendre son live avec du Vampire Survivor, ce sera sûrement un peu moins lourd. Mais merci beaucoup de m'avoir écouté avec mes bêtises. Voilà. Merci. C'est très gentil. Plus. Et puis ben, amuse-toi bien sur Vampire Survivor. Je compte sur vous, le chat, pour surtout
faire de très mauvais choix pour que Solaris puisse passer de très bonnes parties. Ah si, ah non merde, on ne t'entend pas, je suis con. Mais c'est pas grave. Attends, c'est bon, on t'entend. T'en fais pas. Chute la Et je disais- musique. Oui, faites-moi souffrir s'il vous plaît. Voilà. Il n'y a pas vraiment Solaris masochiste, mais no king shaming bien sûr. Juste dans le cas de Vampire Survivor. Bah, du coup, tu me dis quand on fait la transition et je commence à... Ouais, et ben on va faire une transition, donc Solaris va jouer à Vampire Survivor. Si ça coupe de votre côté, faites un F5, refresh la page pour revoir, parce que le piqué reste en live. On change juste de personne qui stream. Ça, moi je vais aller un peu manger des pâtes devant une série pour ventiler tout ce qui vient de se passer. Des bisous tout le monde, et puis restez avec nous. Restez. Et bon appétit à toi. Moi aussi.